L'événement ce soir dans l'After, les gars, vous le savez, c'est la présence parmi nous de Mehdi Benatia, directeur sportif de l'OM, qu'on est ravi d'accueillir dans le studio de l'After. Mehdi est monté à Paris. Bonsoir Mehdi. Bonsoir à vous. Et merci d'être là. On va parler évidemment de la saison de l'OM, on va parler de jeu, on va parler de deux arbitres, tous les sujets du moment. Il y a 1000 questions qu'on a listées. Walid en a à peu près 5000. Donc je ne sais pas si on pourra toutes les poser, mais on va profiter bien sûr de ta présence tout au long de ces 2 heures. On se tutoie parce qu'on s'était déjà vu à Marseille il y a quelques mois. On était venu faire une émission à la Provence. L'année dernière, moi. C'était l'année dernière. C'est déjà un an. Ça fait un peu plus d'1 an exactement. C'était le début un peu de l'aventure. Toujours en poste. C'est bien. Hein. Quand tu avais renseigné sur la durabilité d'un directeur sportif à l'OM, d'un encadrant à l'OM, il paraît que ça passe vite. Ouais, non, mais ça va. Moi, je vais pas me plaindre, ça se passe bien. Alors, on a des matchs, les gars. Ce soir, il y a un match de l'équipe de France de handball, l'équipe de France féminine, le championnat du monde. France-Pologne. Est-ce que Nicolas Paolorsi est parmi nous pour nous faire un petit point rapide sur le score? Nico, est-ce que tu es là? Je suis là, Gilbert. Salut à tous. Salut l'After. Il reste 20 minutes dans ce match. Ça a été compliqué pour les Françaises, mais elles sont en train de prendre le dessus. Là. Plus 4 pour les Bleus qui mènent de 4 buts. 25-21, 20 minutes à jouer encore. Bon, il y a aussi un match de Coupe d'Italie en cours, c'est la mi-temps, la Juve mène à 0 face à l'Udinese, et puis le choc de Espagnol du soir, mi-temps entre le Barça et l'Atlético. Un partout à la mi-temps, je vous tiens informé s'il y a des buts marqués. Bon, démarrons par l'actualité du moment. Mehdi, il y a un sujet Cannes là qu'il faut évacuer tout de suite sur Aubameyang, Aguerd, sur la disponibilité des joueurs. Est-ce qu'ils seront là contre l'Union Saint-Gilloise? Est-ce qu'ils seront là contre Monaco? Est-ce qu'on sait ce soir ce qui va se passer? Je pense que tous les clubs sont en train de travailler dans le même sens pour essayer de garder au maximum tous les internationaux qui sont amenés à être appelés pour la CAN. On attend encore une réponse officielle. Moi, j'ai envie de croire qu'il va y avoir du bon sens et qu'on va pouvoir les garder. Attends, c'est quoi le bon sens? Ça veut dire qu'ils n'aillent pas à la CAN, qu'ils Non, aillent plus tard, qu'ils aillent un peu plus tard, bien sûr. Qu'ils puissent terminer les gros, matchs, Daniel, qu'ils aillent après. Oui, non, mais il fallait préciser. Parce que la date, normalement, c'est laisser les joueurs le 8 la mise et à les clubs disposition, veulent les laisser le 15. Le 15, après, voilà. pour nous, pour le coup, le match de Champions League et le match de Monaco. Voilà. Donc on attend une réponse officielle. J'ai envie de croire que ça va aller dans la bonne direction, mais il n'y a rien d'acté pour le moment. Elle est difficile, cette rencontre d'intérêt qui se fait entre les équipes nationales et les clubs. On sait que c'est un problème en Europe, on le voit pendant tous les rassemblements. La différence avec la CAN, c'est que quand il y a un Euro, une Coupe du Monde, ça se fait à la fin de la saison, mais la CAN, c'est en plein milieu de la saison. Et pour quelqu'un comme toi, ça doit être encore un petit peu plus difficile à gérer parce que tu as été international marocain et tu sais ce que c'est. Bien sûr. Et quand tu diriges un club, tu sais, on dit souvent, il y a certains supporters, quand un mec part jouer la CAN, limite, ils sont en train de prier que son équipe se fasse éliminer vite pour qu'il revienne plus vite. Comment ça se gère, cette rencontre d'intérêt comme ça? Non, moi je pense que parfois il y a beaucoup de... Effectivement, j'ai fait 4 Coupes d'Afrique, donc j'ai été aussi confronté à ce genre de problème. Parfois, je pense que c'est toujours c'est un problème d'intérêt. Moi, ce que je dis toujours, quand je fais même La semaine dernière, j'ai rencontré quelques joueurs par rapport à ça aussi, par rapport aux sélections, etc. Normalement, l'intérêt, c'est celui du joueur. Donc moi, est-ce que je suis fier d'avoir des joueurs qui vont partir à la CAN? Oui, j'en suis fier. J'espère qu'ils vont pourquoi pas revenir avec la coupe, en l'occurrence. Bon, si c'est le Maroc, je serais quand même content, évidemment. Mais non, blague à part, on essaie de chercher toujours l'intérêt du joueur. Quand il y a des blessures, quand il y a des gestions. Moi, je pense que quand tu as affaire à une sélection qui regarde les intérêts de son joueur, forcément, cette fois-ci, on sait que le joueur est diminué. C'est peut-être mieux qu'il fasse l'impasse sur des matchs qui peuvent être amicaux ou quoi que ce soit. Et en revanche, nous aussi, il faut qu'on joue le jeu quand c'est des matchs un petit peu peut-être pas moins importants, parce que malheureusement à l'OM, tous les matchs sont difficiles, mais je veux dire essayer de gérer en tout cas pour avoir une gestion quotidienne de chaque joueur, surtout pour les internationaux. Et puis encore une fois, la CAN, tu le savais depuis le début. Moi, au mercato, je savais qu'ils allaient jouer la CAN. Tu ne peux pas charger le vestiaire avec plein de joueurs qui vont faire la CAN. Tu as géré ça parce que l'année dernière, quand tu étais arrivé, il y avait eu un gros problème. Il y a 2 ans. La première année, je crois qu'on avait perdu 11 joueurs. Ouais. Ouais, on perd 11 joueurs. C'est pas possible pour un club. Ah non, pour le coup, ça a été compliqué pour faire l'équipe. Je me rappelle, on avait un match de coupe en janvier. Et c'était compliqué. Rennes, ouais. Ça a été très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de départs. Et puis des joueurs qui étaient très importants à ce moment-là pour l'équipe. On n'avait déjà pas de résultats. Quand on a 11 qui partent comme ça, pour le coup, ça a été très, 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 très compliqué. Cette année, ça va. Moi, je pense qu'on va s'en sortir. Bien sûr,
J'espère qu'il n'y aura pas de pépins parce que la CAN, c'est forcément des matchs en plus. Donc on sait très bien que c'est des saisons qui sont compliquées. Pour certains, ils ont la Coupe du Monde aussi au bout. Donc c'est des saisons qui vont être très très longues. Mais voilà, moi je suis content pour eux en tout cas. C'est pas moi qui, bien sûr, qui vais Ça, c'était l'actu du moment. Il fallait qu'on sache s'ils étaient là ou pas. L'autre actu du moment, c'est le match nul contre Toulouse. Ce que se disent énormément de supporters de Marseille, ce qu'on se dit nous quand on regarde le match, c'est une phrase toute bête. Hein. Je vais faire une phrase de supporter. Comment tu peux faire le match que tu fais contre Newcastle? Comment tu peux faire match nul contre Toulouse? C'est quoi l'analyse du directeur sportif quand il est après face au coach? Il dit qu'est-ce qui se passe en fait? Non, je pense que déjà après la victoire de Newcastle, la première chose qu'on s'est dit dans le bureau avec le coach et avec Pablo, on savait très bien que le match qui arrivait, il allait être compliqué. Parce que forcément, pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui suivent ce club, on sait très bien que nous, moi je dis nous parce que voilà, j'ai supporté ce club avant aujourd'hui d'y travailler et je sais que ça fait partie de l'histoire un petit peu parfois de relancer des équipes en difficulté. Moi, chaque fois qu'on me dit oui, mais ça va, tu joues telle équipe, ça fait 7 matchs qu'ils ont. Hop, j'ai fini pas ta phrase, je sais où tu veux aller et c'est pas spécialement vrai. Parce que ça motive de jouer contre l'OM, tu veux dire, ou contre le PSG, c'est normal. Comme Monaco qui met pas un pied devant l'autre et qui tape le PSG samedi. Exactement, je pense que contre Marseille, contre Paris, c'est toujours le match de l'année. Donc forcément, il n'y a pas un mec qui va faire une course en moins, il n'y a pas un joueur qui va faire qui va rechigner un peu pour un travail défensif. Tu sais très bien qu'il vient au Vélodrome. Tous les matchs sont compliqués. Si toi, tu n'es pas sur le même niveau d'exigence, forcément, tu passes à la trappe. Et ce qui est dommage sur ce match-là, c'est que tu fais une très mauvaise première mi-temps. Ça, je pense que si vous l'avez vu, les supporters l'ont vu, je l'ai vu aussi. Hein. On fait une très mauvaise première mi-temps. Avec beaucoup de courage, beaucoup de mérite, on revient dans ce match avec un bloc qui était bas, des matchs où l'année dernière on s'est cassé les dents plusieurs fois contre ce genre d'équipes regroupées, etc. 5-4-1, c'est pas évident. À l'arrivée, tu reviens, tu mènes 2-1. Et ce qui est difficile à accepter, mais même pour les joueurs en premier, c'est ce que j'ai dit à certains, c'est que tu vas prendre un but sur une touche à la 93e. Mais malheureusement, c'est de l'apprentissage. Et c'est ce que je disais, j'en ai parlé encore un petit peu au club. Tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais on le sait. Moi, je n'ai jamais dit que tout ce qu'on fait, tout est parfait, c'est magnifique. Non. On est en droit quand tu bats Newcastle, que tu fais un bon match contre Newcastle, un match plein avec des vraies émotions. Ça devrait être, j'ai envie de dire, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, une formalité de gagner à domicile au Vélodrome avec 65 000. Mais malheureusement, ça ne l'est pas. Mais ça veut dire que c'est juste un problème d'approche mentale des joueurs? Pas un problème aussi sportif, dans le sens où il y a beaucoup de critiques aussi sur le turnover de De Zerbi, qui aligne pas tout le temps le même 11. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème aussi face au bloc bas? Ça, Jean-Luc, je suis obligé de te dire. Ça, pour moi, c'est de l'hypocrisie quand les gens parlent de turnover. Je vais te dire pourquoi. Quand il y a eu beaucoup de blessés, tu prends l'exemple du PSG, par exemple, il y a eu beaucoup de blessés. Ils t'ont dit, oui, mais l'année dernière, ils ont fait toute la saison, etc. Donc, en fait, nous, depuis le début de l'année, le coach, il a essayé de tourner un maximum. Et c'est vrai, à chaque fois, il change 4, 5. Mais ce n'est pas que par rapport aux blessures. Oui. C'est aussi parce que le mercato a été fini très tard. Comme tu as vu, on a fini le 1er septembre. Donc, il y a 5-6 joueurs qui sont arrivés à la fin. Il a donné la chance à tout le monde. Tu as les internationaux. Tu as un Holzberg, par exemple, qui est un joueur très important pour nous. Mais quand il va au Danemark, c'est le taulier. Il joue tous les matchs 95 minutes. Donc, tu dois gérer un petit peu les efforts de chacun. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 8-9 blessés avant la trêve. Oui. Mais on ne sait même pas comment, en vérité. On a essayé de gérer au mieux et on s'est retrouvé avec 9 blessés. Et des mecs longue durée, il y a eu un peu de malchance aussi, comme ça peut arriver, des rechutes, etc. Donc on essaye de remédier aussi à ça. Mais à l'arrivée, on a toujours fait le coach, en tout cas, il fait sa gestion. Pas pour se dire je peux me permettre de changer 5. Non, c'est pour essayer de gérer les forces, pour tous les problèmes qu'on a dit. La CAN qui arrive, tous les internationaux qu'on a, parce qu'on a que des internationaux quasi. Donc forcément, les voyages, le mec qui rentre le jeudi, un exemple, il rentre le jeudi d'Amérique du Sud. Tu le fais jouer vendredi contre Nice. Tu essayes de gérer parce que tu sais qu'il y a des mecs qui sont restés là, ils ont travaillé toute la semaine. Donc, exactement, je pense que c'est plus intelligent. Donc pour moi, il n'y a pas une logique de dire je fais 60 matchs, je ne me blesse pas, j'en fais 30, je me blesse, ou peu importe. Pour moi, il n'y a rien de défini. Donc en fait, comme je dis au coach, et je lui répète souvent, il rigole, moi j'ai envie de mourir avec nos idées. Si toi, coach, tu penses qu'aujourd'hui, pour la gestion de ce groupe-là, qui pour moi est un groupe de qualité, je pense quand on regarde les 21, un groupe de 21, c'est un groupe de qualité. Si ça passe par une gestion, si ça passe par ci ou par là, il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on va arriver au bout. Moi, j'ai pas envie de me faire conditionner par ce qu'a dit un tel ou par ce qu'a dit l'autre. Le coach, il a, je pense, suffisamment d'expérience pour le coup. Même les joueurs plus importants qui, parfois, font l'impasse sur un match, tout le monde est concerné. Parfois, tu commences pas, mais c'est toi qui finis. On sait aujourd'hui l'importance d'un mec qui finit le match. Donc, une fois que tu as compris ça, et puis après, c'est normal qu'aujourd'hui, après 3 mois de compétition,
il y a peut-être un 11 qui va commencer à se détacher sur les matchs un peu plus clés. Et si tu as tout le monde, peut-être que le coach, il a son idée Mais aussi. est-ce qu'aujourd'hui, sur le turnover, l'Olympique de Marseille a assez de marge pour, sur ces matchs-là, contre Toulouse, changer le milieu de terrain, par exemple, où tu as Vermeuren qui est sur le banc, où tu as Bilal Nadir qui était sorti un peu du 11 depuis son malaise à Angers et qui revient, même s'il fait une très bonne deuxième mi-temps. Est-ce que ce turnover-là, quand tu sais que c'est des matchs au couteau que tu viens de décrire, est-ce que tu peux te le permettre? Parce que là, c'est encore un match nul frustrant, parce que tu parlais d'idées. Sur la deuxième mi-temps, je trouve que la deuxième mi-temps, elle est très très bonne, avec beaucoup d'idées. Tu passes en 4-4-2, avec Greenwood et Pachao, Robinho Vaz qui rentre, Aubameyang plus libre. Et tu reviens sur une gestion de match, même si Roberto De Zerbi a expliqué que c'était plutôt subi parce que Palmieri était un peu fatigué, etc. Ou, comme contre Angers, en fait, tu as une première mi-temps qui est cata, une deuxième mi-temps où tu arrives à renverser le match, et ce match-là, tu n'arrives pas à le gagner. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est les choix du coach? Tu ressors du match, comme Daniel l'a dit, tu sais pas comment analyser le match, en fait. Tu te dis, on a eu plusieurs chapitres dans le match. Walid, quand le coach il sort Emerson, tu penses qu'il a sorti parce qu'il veut s'inventer quelque chose, pour qu'on dise que c'est un magicien? Il a sorti parce qu'Emerson a demandé le changement, parce qu'il a ressenti quelque chose. Donc c'est physique. Il est obligé, c'est physique. Emerson, il a beaucoup joué. Donc l'effectif, il tire la langue là sur le... Non. Tu sors Emerson, tu fais rentrer un joueur qui est largement capable de prendre sa place pendant 5 minutes. Malheureusement, il se passe ballon perdu. Bêtement, on le met dehors, la touche, et tu prends le but. Tu me parles de Vermeeren. Vermeeren, ça fait 2 ans qu'on le veut. On l'a raté l'année dernière, on est revenu chercher cette année. Je pense que Vermeeren, il est en train de nous montrer cette année que c'est un joueur qui peut devenir un joueur très important, Absolument. pas que pour l'OM. Pour moi, il doit l'être. Il doit l'être, mais Il l'est même. Mais nous, qu'est-ce qu'on lui dit en interne? On dit aujourd'hui, Arthur, avec les qualités que tu as, si tu mets ce supplément un petit peu d'aller au mastic, parce que la Ligue 1, on sait très bien que c'est physique, c'est compliqué. Moi, je vois pas comment Vermeeren ne peut pas être une vraie valeur ajoutée. Mais après, il y a un groupe. Tu parlais de Bilal Nadir. Bilal Nadir, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas commencé un match. Tu m'as dit qu'il a été très bon en deuxième, oui. Mais je te dis honnêtement, moi, je le trouve aussi très très bon en première. Un peu moins, ouais, mais Moi, oui. par rapport au manque d'élan qu'il y avait en première mi-temps, par rapport à des mecs qui avaient joué 3 jours avant, moi, Bilal, j'ai trouvé qu'il était positif. Il a été récupéré 5-6 ballons en taclant dans les pieds de l'adversaire. Ici, il était là, il demandait le ballon, il ne s'est pas caché. Et après, il te sort un ballon magnifique sur la passe décisive. Il te gère un 1 contre 3 derrière, une action décisive aussi sur la contre-attaque qu'on prend. Il a été très intéressant. Et moi, je suis content de voir des mecs capables de répondre. Bacola qui commence titulaire contre Newcastle, personne ne l'a vu celui-là. Non. Et nous, le coach a fait 1 mois et demi, 2 mois qui me dit, Mehdi, le petit, il est prêt. Pourquoi il n'enchaîne pas? Ouais, pourquoi il est pas dans le groupe après? Non, il avait mal au mollet, Walid. Il avait mal au mollet. Il a raté une séance, vous inquiétez pas. Donc voilà. Mais encore une fois, à l'Olympique de Marseille, Daryl Bacola de 18 ans, qui est un joueur que moi je l'ai dit en plus il n'y a pas longtemps là, que j'adore, qui est un super gamin, des qualités incroyables. Il a le droit de faire un match contre Newcastle. Même s'il était top, il peut ne pas enchaîner. Il y a des joueurs derrière, que je sache. Il y a Kondogbia qui revient, qui est un joueur, quand il est bien physiquement, super important pour nous. Et en plus, c'est un taulier de vestiaire, Kondo. Donc on espère l'avoir un maximum, parce que quand il est là comme à Madrid, tu le ressens. Parce qu'il t'aide beaucoup. Tu as des mecs comme O'Reilly, qui a fait un petit moment qu'il n'a pas joué, il aura aussi son tour. C'est ça aujourd'hui faire. Donc ces petits points perdus, pour toi, Mehdi, c'est mental, c'est physique. Pour moi, c'est pas une question d'équipe. Parce que pour moi, il te manque 3-4 points là, dans ton début de saison. Et c'est ces matchs-là qui sont avec 3-4 points, t'es leader. L'année dernière, contre Auxerre, contre Reims, tous les matchs, on en prenait 3. Il y avait tout le monde pourtant. Il y avait tout le monde. En tout cas, les grosses têtes, elles étaient là. On en a pris 3 quand même, et t'es venu ici, vous nous avez critiqué de la même façon. Donc si je commence à penser, ah non, je joue Toulouse, je peux pas faire tourner parce que c'est pas vrai. Et puis t'as pas changé 5 mecs. C'est pas le match de coupe contre une R1 et puis tu dis je vais en changer 8, ah bah merde, ça n'a pas marché. Non, tu changes un mec ou 2, normalement tu es capable d'avoir un résultat. Et malheureusement, on l'a pas eu. Dans un instant, on continue la discussion. On va parler de Roberto De Zerbi, on va parler mercato, enfin tous les sujets du moment, bien sûr. Je précise qu'on dira un mot également sur ce qui se passe à Nice, un peu plus tard, pour que l'after puisse donner son avis. Donc, Francaise sur le départ, suite à ce qui s'est passé hier soir, la direction a accepté de négocier un départ, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, en fait, parce qu'il va y avoir une négociation financière. Il va partir. On en parle d'ici minuit, bien sûr. Mehdi Benatia avec nous dans l'after. Revient tout de suite. 22h17, on est de retour avec Jean-Louis Tour, Daniel Riolo, Walid Cherchour et Mehdi Benatia, directeur sportif de l'OM. On parlait des matchs récents là et puis des soucis d'effectifs, mais globalement bilan là à début décembre, l'OM est 3e dans le coup, l'OM a la meilleure attaque. Est-ce que le directeur sportif est satisfait? Satisfait, c'est satisfait, on a toujours envie de plus. Ça, c'est sûr que quand tu fais un début de saison comme ça, tu es encore en route en Ligue des Champions.
Tu as des matchs qui, pour moi, sont abordables pour pouvoir rêver, parce qu'on sait qu'à Marseille, la Ligue des Champions, c'est très important. Pour le coach aussi, ça l'est, pour les joueurs. Donc on a envie tous de rêver. En championnat, je pense que c'est très cohérent, parce que si, comme je t'ai dit, on ne prend pas ce but à la 93e, et je viens ce soir devant vous et on est premier au classement et on dit que tout est magnifique, alors que non. Non, tout n'aurait pas été magnifique non plus. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Mais c'est sûr que si je regarde un petit peu derrière moi et je me dis qu'il y a beaucoup de boulot qui est fait au quotidien, depuis 2 ans maintenant. Et moi, je suis fier, en tout cas, d'être sur le bon chemin, en tout cas. Mehdi, je reviens juste sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir l'enchaînement entre Newcastle et Toulouse et ce qui se passe contre Toulouse. Il y a un vrai sujet en ce moment qui revient. Parfois, ça me saoule un petit peu parce que je me demande si on ne rentre pas dans une sorte d'habitude de confort. C'est difficile de jouer un match tous les 3 jours. C'est difficile de se remotiver. Ce week-end, on a eu Monaco mauvais la semaine. Ah oui, c'est le PSG, alors on se rachète. On a l'impression que c'est mental. En fait, c'est quoi le truc? Il faut plus de joueurs dans un effectif pour pouvoir tourner, qui soient tous à chaque fois performants, ou il faut plus de mecs dans un groupe qui ont l'expérience du haut niveau pour se remobiliser et faire comprendre que tous les 3 jours il faut être là, qu'il n'y a pas le petit match facile qui suit le match difficile de la semaine. C'est quoi la clé en fait pour ne pas buter sans arrêt sur c'est difficile de jouer sur les 3 jours, qui devient une formule un peu magique et qui sert un peu d'excuse? Non. Daniel, moi, si tu me connais un petit peu, moi déjà, je ne chercherai jamais d'excuses. À chaque fois que je te donne, entre guillemets, une explication, c'est mon explication. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Alors déjà. c'est laquelle là-dessus? Pour moi, je regardais encore hier ou avant-hier, je ne sais même plus les jours. Je regardais Madrid-Girona. Comment t'expliques que le Real Madrid ne bat pas Girona? Comment on l'explique? Ils ont que des stars. Mais sur moi, le c'est terrain. pas parce que le Real fait ça que je te demande pas de Non, mais moi, quand je vois le classement aujourd'hui de ce serait Liverpool, le alors DS pas du Real, je lui poserais la même question. Bien sûr, mais c'est le quoi, c'est de la football. démotivation, Mais c'est ce qui est quoi beau dans le football. Dans le football, ce qui est beau. Moi, j'ai joué dans des petites équipes, des équipes à Clermont, tu le sais, j'ai joué à Tours, j'ai joué à l'Udinese, et on allait taper Napoli. Parce que nous, ce match, on le préparait toute la semaine. Parce que quand tu es à l'Udinese et que tu joues Napoli ou que tu joues le Donc, Milan, comme disait Jean-Louis, c'est mental. ça peut être. C'est être mobilisé tous les 3 jours au taquet. Un relâchement. Pour faire ça, il faut quoi? Il faut des joueurs, des cadres dans le vestiaire qui ont l'habitude de ça. Parce qu'au début de la saison, c'est ce qu'on s'est demandé. L'OM, ils sont en train de faire un bon recrutement. Je crois que de la vie globale, on a des joueurs intéressants, on a un effectif, mais à l'intérieur de ce vestiaire, après tu me diras, ça coûte de l'argent que vous n'avez peut-être pas. Mais il n'y a pas de mecs qui ont gagné des gros trucs, des mecs vraiment d'expérience. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est sûr que nous, aujourd'hui, on a fait un mixte entre des jeunes joueurs, on parlait de Vermeeren, etc., et des très bons joueurs, mais qu'on peut se permettre forcément, parce que sinon on ne peut pas aller sur des grilles de salaire où voilà, on ne peut pas rentrer. Mais aujourd'hui, pour moi, les équipes qui font pas ce faux pas que tu dis, oui, il n'y en a pas beaucoup à l'arrivée quand tu regardes, qui sont réguliers dans la performance de ce genre de joueurs. C'est les mecs, Bayern Munich, tu sais qu'ils vont dérouler en Ligue des Champions, ils vont aller contre Leverkusen, ils vont en mettre 5, et puis voilà, et puis c'est un rouleau compresseur. Et puis moi, je prends souvent l'exemple, par exemple, à la Juve. Quand j'étais à la Juve, on ne jouait pas spécialement bien. Et tout le monde le disait. Je pense avec que Allegri, tu veux dire? Oui. Ah non, t'as jamais bien joué avec Allegri. Non, mais on ne jouait pas bien. Mais tu gagnais 1-0. Et tu allais à Sassuolo, tu savais déjà. Hein, tu allais te faire chier. Je dis Sassuolo parce que j'en parle souvent avec le coach. Allegri, tu savais déjà que tu allais te faire chier. Mais par contre, tu allais gagner 1-0. Ils allaient avoir le ballon, mais tu vas aller prendre 1-0 sur un coup de pied arrêté. Et dans nos têtes, on était formatés comme ça. Aujourd'hui, quand je regarde tout ce qui a été fait, où on est aujourd'hui, je me dis, putain, il y a une belle amélioration. Aujourd'hui, les gens, ils sont fiers. On a reçu, avant le match avant d'aller à Nice, on a reçu quelques groupes de supporters. Ça fait super plaisir. Tu vois qu'il y a une vraie cohésion. Les joueurs, ils sont conscients de ça. Donc, on a envie de faire. Mais je pense pas qu'il y a un mec qui rentre en se disant, c'est Toulouse, c'est facile. Non. Les joueurs qui sont là, ceux qui sont restés, il y a pas mal de cadres qui sont restés. Hodgberg, Kondogbia, Balerdi, Rouli, Greenwood. Ils savent très bien que ce genre de match, on va se faire chier tout le match. Tant que tu marques pas, c'est compliqué. Mais toi, t'interviens, tu leur dis, parce que le gars, finalement, qui a l'expérience dans ce club, c'est toi. Bayern, Juve, et ne serait-ce que ces 2 clubs-là, on va placer ces 2, les autres, ok, mais ces 2 clubs-là, c'est toi qui fait passer les messages, c'est toi qui... Parce que même De Zerbi, au final, il n'a pas d'expérience de grand club, il n'a pas fait ses enchaînements semaine, week-end. Donc c'est toi la clé pour diffuser le message, de l'exigence, de tout ça finalement. C'est pas que moi, Daniel, aujourd'hui, nous, comme on travaille avec le coach, je pense que tu le sais un peu, on est main dans la main surtout. Le coach, par exemple, avant de recevoir Toulouse, ça semble une formalité. Mais avant de recevoir Toulouse, il a dû faire au moins 8 ou 9 entretiens individuels. Parce que lui, il est comme ça.
Parce Il que prend toi, les joueurs. il voit tout, il anticipe tout, il sait très bien que le match de Toulouse va être plus compliqué que Newcastle, parce que Newcastle, ça se motive tout seul, tout le monde a envie de faire le grand match, la grande soirée européenne, et Newcastle, ils ont envie également, mais il y a la fatigue du match, il y a le côté mental de se dire, bon, bah, ça va suffire peut-être, tu trouves un bloc qui est fermé, t'arrives pas à trouver la solution, et puis sur une erreur en plus tu te fais contrer, tu prends le but, tu perds un peu d'auto-estime, de machin, c'est difficile, et tu crois que le coach il a pas anticipé ça, il a fait que ça, mais à Marseille de toute façon je le dis souvent, tu dois faire plus, si tu veux avoir ces résultats-là, tu dois faire plus, donc quand je te dis plus, c'est oui, c'est les réunions avec des cadres, leur expliquer quel match on va avoir, comment, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est important, quel est l'objectif du club, pourquoi le match qui arrive c'est celui qui va te permettre de passer peut-être 15 jours tranquille, etc. Mais on le fait. Mais on a des joueurs, on a des relais, des Pierre Rochberg, on a des Roulis, on a des Balerdi, des Aguerre, des Pavard. On a des mecs. Mais bien sûr, on aimerait que tout soit parfait comme ça. C'est pas que tu mets 7-8 joueurs. Alors, il a connu tout ça, Pavard. Aubameyang, ils ont connu tout ça. Bien sûr. Non, moi, j'aimerais revenir sur le fameux bilan de Gilbert, qui est plutôt bon sur le début de saison. Je voulais quand même insister sur la Ligue des Champions, parce qu'on s'est écharpé la semaine dernière avec Daniel sur l'objectif du top 24. Et je voulais te poser la question, est-ce que être dans les 24... L'objectif du top 24, on va pas s'écharper là-dessus. Moi, si l'OM fait pas de top 24, moi, c'est une catastrophe. Oui, mais tu disais qu'en gros, la priorité, ça reste la Ligue 1 et que, en gros, s'il n'y avait pas top 24 et qu'en Ligue 1, il y avait podium à la fin. À l'arrivée, oui, voilà. et la communication sera de dire qu'ils sont contents. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est formidable de dire ça. Mais donc, je voulais poser la question à Mehdi ce soir. Est-ce que faire top 24 en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, c'est un objectif? Objectif pour qui? Pourquoi? Pour toi, pour l'OM, pour vous? Pour moi, pour le coach, pour Pablo, pour l'actionnaire. J'ai envie de te dire que c'est quelque chose qui nous plairait, dans le sens que comment on essaye de travailler, je pense que la récompense, effectivement, ce serait de rentrer en Ligue des Champions l'année prochaine, forcément, mais quand même de faire un vrai beau visage aussi en Ligue des Champions. Mais dans les objectifs très importants pour le club, comme ça a été l'année dernière, de se qualifier en Ligue des Champions, j'ai envie de te dire, pour la viabilité du projet, pour la continuité, on nous a jamais demandé, nous, cette année en tout cas, les gars, on fait cette équipe-là, c'est pour passer dans le top 24. Non. Ouais, mais top 24, c'est le minimum. Mais sinon, vous n'auriez pas fait ce recrutement-là. Pour toi, Daniel, je sais, pas de souci. En gros, Macourt ne t'a pas demandé de faire top 24. Nous, on nous a en revanche, demandé... il t'a peut-être demandé de retourner en Ligue des Champions l'année prochaine. Exactement. Ça, par contre, pour moi, c'est une obligation. Non, mais ça... Tu sais, je vais te dire pourquoi je te dis ça, Daniel. Je vais t'expliquer. Non, elle n'empêche pas l'autre, mais je vais te dire une chose. Je regardais avant de venir, parce que je savais qu'on allait parler un peu de tout ça. Moi, je ne suis pas trop stats, machin, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais j'ai regardé un petit peu. Je crois que c'est depuis 2010, 2011, 2011, 2012. Ça fait plus de 13 ans que l'Olympique de Marseille ne s'est pas qualifié 2 fois d'affilée en Ligue des Champions. Et pourtant, j'ai été formé dans ce club, donc je le connais, je l'ai suivi. Même moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit putain, quand même. Donc aujourd'hui, si tu fais tout ça, je passe le top 24, mais je finis 4e. Ça m'intéresse pas, Daniel. J'ai pas besoin de ça. Ah mais j'ai pas dit qu'on allait jouer où tu préfères. Mais non, mais malheureusement, malheureusement, on est en train de faire un constat qu'on a du mal à enchaîner tous les 3 jours. Moi, je veux pas rentrer dans ce choix. Si on doit rentrer dans ce tu préfères, retourner en Ligue des Champions ou ne pas être dans le top 24, je sais très bien la situation économique des clubs aujourd'hui et notamment en France. C'est sur ces sujets-là que souvent avec Walid, on a des discussions. Je sais que c'est trop important vu qu'il y a 0 droit télé en France. Tout est basé là-dessus, donc je comprends. Même moi, je suis pas dirigeant, mais je me mets à ta place. Retourner en Ligue des Champions, c'est mieux que d'être dans le top 24. Maintenant, là, on aura du mal à accepter le discours. Si on n'entre pas dans ce tu préfères, c'est qu'on veut préférer les deux. C'est qu'à partir du moment où vous faites le recrutement que vous faites, l'investissement, le temps que tu as passé dessus, je crois savoir que tu passes beaucoup de temps là-dessus, que tout le monde est unanime pour dire vous avez bien bossé, vous avez monté une bonne équipe, vous allez chercher des mecs. Honnêtement, on ne s'attendait pas à les voir à l'OM, et ces dernières années, on n'en a pas vu comme ça. Et en plus, il y a un truc qui ne vous aide pas, c'est le contexte des gens qui regardent. Et c'est difficile de dire qu'on s'en fout quand on voit que Lille l'a fait, que Brest l'a fait, l'OM. Monaco l'année dernière. Allez, Monaco encore, c'est une équipe qui est habituée, qui a déjà fait des trucs. L'OM, ils ne font pas top 24, mais dit. À l'arrivée, tu vas dire ok, on retourne en Ligue des Champions. Lille, ils auraient préféré faire top 24 ou se requalifier en Ligue des Champions. Ils ont même fait top 8, Lille. Mais encore une fois, moi, je ne fais pas le tu préfères. Non, mais c'est une question. Joue pas, Mehdi. Ah non, mais moi, je vais te dire mieux alors. Moi, je dis les deux. Moi, un jour, j'espère que tu auras l'occasion on fera venir le coach ici. On parle de titres. Nous, on parle de titres. Alors, pas de championnat. Hein. On dit, nous, ici, quand tu vois Newcastle, quand on se prend comme ça avec le coach, machin, on rentre dans le vestiaire, on se dit, putain, on n'a que battu Newcastle, on n'a rien fait. Imagine si on a la chance un jour de gagner un titre. Toute ma vie, j'ai rêvé, moi. Le rêve, c'est gratuit. C'est toujours ce que je dis, moi. Mes enfants, je leur apprends. Le rêve, c'est gratuit, ça coûte rien. Moi, j'étais en Ligue 2. Qu'est-ce qu'on m'a dit à l'époque? Tu seras un joueur de Ligue 2. C'est la vérité, ça, non, mais c'est la vérité.
ben, je ne suis pas resté qu'un joueur de Ligue 2. Ouais. J'ai rêvé, il n'y a personne qui a m'empêché de rêver. Mais quand je te parle de ma mission, moi j'ai une mission que je dis, je répète, les gens ils veulent le comprendre, ils ne veulent pas le comprendre. C'est la vérité, je suis en mission. Ma mission, c'est de faire en sorte que ce club-là, que je suis arrivé il y a 2 ans, presque jour pour jour, le 23 novembre 2023, on était, je crois, un soir, on était à Strasbourg, on devait être 10 ou 11e. Il n'y avait rien. Moi, j'ai rien trouvé en tout cas. Et j'essaye de chaque jour de faire un pas vers ce qui est un club stable, avec tout ce que ça comporte, avec des résultats, avec une continuité. Tu penses que, est-ce que tu as vu qu'un match, quand on perd à Madrid ou au Sporting, ou peu importe, est-ce que tu as vu qu'on a fait tourner, on a mis une équipe bidon pour dire. Non, mais Voilà. jamais Jamais. Mais non, mais je sais pas. Mais alors donc. on a non, mais- l'impression qu'il y a une espèce de peur ou Non, de crainte de il y a dire pas de top peur. 24 c'est le minimum et évidemment se requalifier en Ligue des Champions c'est la priorité Par rapport à absolue votre pour- budget, Mehdi, top 24, avec tout le respect que j'ai pour Bruges, pour l'Union Saint-Gilloise, pour le Sporting, pour l'Atalanta qui est en grande difficulté. En plus, je crois que l'Opta a sorti le cut, c'est peut-être entre 9 et 10 cette année. Avec l'équipe que vous avez, Aguerd, Balerdi, Pavard, devant Aubameyang, vous allez. Voilà, t'as fait une équipe de fous. Pour faire les deux. Pour faire les deux, parce que pour moi. Sinon moi, tu faisais qu'une équipe de Ligue 1. Moi, je suis pas Franck McCourt, mais quand je vois l'équipe de l'OM, je me dis, cette année, ils doivent faire deuxième, top 24. 2 choses. Et c'est pour moi, c'est l'objectif. Je vais pas dire Réponse de minimal, Mehdi et pause. mais c'est l'objectif réalisable. La première chose sur le budget, sache que c'est pas depuis aujourd'hui que l'OM est deuxième budget de Ligue 1. Je pense que ça fait. Et encore, on n'a pas les aides Covid, on n'a pas tout ce qu'ils avaient. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas de résultat non plus avant, que je sache. Ok. Donc aujourd'hui, quand on se concentre sur mon objectif, si tu me dis moi, je te dis moi, mon objectif, il est encore plus grand que ce que tu dis. Et quand tu me cites les adversaires contre qui on va jouer, je suis encore plus d'accord avec toi qu'on se doit et que chaque joueur doit se mettre dans la tête, putain, on va le faire, on va passer ce tour, parce que c'est à portée de main. Mais malheureusement, il y a la réalité du contexte marseillais, à l'Olympique de Marseille, qui fait que c'est difficile, parce que tu dois gagner 5-0, tu ne dois pas prendre de but. On va en parler. Les gars, la discussion continue dans quelques secondes. C'est intéressant. Mais d'abord, un tour au hand, c'est fini entre la France et la Pologne, mondial féminin. Nico. C'est fini, carton plein pour les Bleus dans ce tour préliminaire. Elles ont largement battu la Pologne 42-28 alors qu'elles menaient que d'un petit but à la mi-temps, les Françaises. Elles ont fait une deuxième mi-temps impressionnante. Donc les Bleus qualifiés pour le tour principal, ce sera à Rotterdam dans 2 jours. Pendant ce temps-là, la 65e, le Barça mène 2-1 face à l'Atlético. Et puis, on a eu un match de folie en Angleterre entre Fulham et City. City a gagné 5-4 sur la pelouse de Fulham. Voilà. Dans un instant, City on continue la 3-0 discussion dans ce match. avec Mehdi Bellatia, directeur sportif de l'OM, avec nous dans l'after ce soir. À tout de suite. 22h33, Mehdi Bellatia dans l'after avec nous jusqu'à minuit, avec Jean-Louis Tour, avec Walid Acharchour, avec Daniel Riolo. Évidemment, on est ravis d'avoir Mehdi avec nous pour parler foot, parler mercato dans quelques instants. Question obligatoire. Quand tu vois le Paris Saint-Germain et ses performances en Ligue 1, est-ce que tu dis qu'ils sont prenables cette année? Comme Lille l'a fait à l'époque, comme Montpellier l'a fait, comme Monaco l'a fait? Je pense que même l'année dernière, on a eu 2 Paris Saint-Germain. On a eu le premier Paris jusqu'à Manchester City, si je ne me trompe pas. On va dire Celui-là- jusqu'à Lyon en Ligue 1, Voilà. début décembre. Et Ligue des Champions, City, Ouais. non? Ouais, Ça, c'est ça. celui de Ouais. quand ils vont perdre à Arsenal, Ouais, machin c'est compliqué, ils sortent pas de la surface, etc. Et tu as le Paris Saint-Germain qui a roulé un petit peu sur tout le monde sur la deuxième partie de saison. Donc forcément, si tu as ce Paris Saint-Germain-là, quand je vois les derniers matchs, je crois qu'ils ont pris pas mal de points pour le coup à la 94e sur des coups de pied arrêtés, etc. Donc forcément, toutes les équipes, entre guillemets, ambitieuses peuvent se dire, il y a un truc à faire. Et nous, quand ils sont venus, en tout cas, on a montré qu'on avait un plan de jeu pour essayer d'aller leur poser des problèmes. Et puis la vérité, c'est que si tu as le Paris Saint-Germain, comme j'ai dit, qui est parti il y a 15 ans, qui a construit une équipe avec... Donc ça dépend d'eux, quoi. avec des ressources, on va dire, différentes des nôtres, en tout cas, forcément, c'est difficile. Donc, je ne sais pas si ça dépend d'eux, non. En tout cas, nous, notre but, comme je dis toujours, c'est de jouer pour aller là-haut. Mais après, comme je dis, j'ai le droit de rêver. Toute ma vie, j'ai rêvé. On va continuer à rêver. Le coach, il est encore plus rêveur que moi, donc ça tombe très bien. Et on va continuer de s'accrocher pour aller là-haut. Et on va... Tu dois quand même sonner au portail du PSG pour voir s'ils sont là toute la saison, quand même. C'est ça. Moi, je me dis aujourd'hui, faut respecter au silence, parce que pour le coup, je tiens à le féliciter, parce que j'aime beaucoup mon ami corse Jean-Louis Leca et Pierre et Jamel qui font du super boulot là-bas. Et je suis content pour eux. Mais aujourd'hui, notre objectif à nous, c'est de rester là-haut. Tu dois rester collé là-haut jusqu'au bout et on verra ce qui se passe. Forcément, si on gagnait là, on avait 2 points de plus, tu dis c'est magnifique. Aujourd'hui, tu es derrière, pas de problème. On verra où est-ce qu'on est déjà en janvier, à la trêve, et puis on verra au mois de mai. Quand on prépare une saison, tu le disais tout à l'heure et on le comprend très facilement, on sait que
pour un club comme l'OL, la stabilité et d'être en Ligue des Champions tous les ans, c'est ce qui doit primer. J'imagine que quand tu prépares la saison, tu regardes un peu qui vont être les concurrents. Tu dis, bon, il y a une place obligatoire, c'est le PSG qui va la prendre. Donc, il en reste 3, 2,5, quoi. Je suis pas sûr que Lens, je pense que personne n'avait prévu, donc je suis pas sûr que tu avais prévu que Lens serait là le trouble fait. Là, quand tu les vois là, après 14 matchs, j'ai dit, ça va nous. En gros, c'est un peu une emmerde, quoi. Un club qu'on n'avait pas prévu. Ça réduit encore plus l'espace de liberté, le droit à l'erreur. Alors, ok, tu as Monaco qui est un petit peu en train de glisser pour l'instant, mais la concurrence, finalement, elle s'accentue avec un candidat qui n'était pas du tout prévu. C'est un peu emmerdant, quelque part, ça. Ouais, mais je pense qu'ils sont là aussi au mérite avec leur arme. Non, je sais, non, bien sûr. C'est un truc d'en plus, quoi. Pour nous, honnêtement, et c'est pas de l'arrogance, encore une fois, Daniel, moi-même quand j'étais, entre guillemets, joueur, je pensais comme ça. Je regarde pas spécialement les autres. Tu vois, je regarde les matchs parce qu'on regarde tous les matchs. Hein. On aime bien regarder un peu ce qui se fait. Mais pour moi, quand tu es à l'Olympique de Marseille, et c'est même pas que de se mettre une pression supplémentaire, on a envie d'être, de faire chaque année un petit peu mieux que ce que tu as fait. C'est ce qu'on a dit au départ. Si tu as fini deuxième l'année dernière, je ne sais plus combien de points exactement distancé du Paris Saint-Germain, cette année, en étant ambitieux, tu dois chercher d'aller là-haut. Tu dois te dire, on va aller voir ce qui se passe là-haut. Si je finis deuxième à 2 points, c'est qu'ils ont été meilleurs que moi, bravo. Et si on peut faire quelque chose là-haut, on va le faire. Après, que ce soit Lens, que ce soit Monaco, que ce soit Strasbourg, que ce soit Lille, mais c'est ça pas mon t'étonne quand problème. même, Lens. Tu vois des joueurs, toi qui es directeur sportif, tu connais une tonne de joueurs avec Balzaretti. J'ai eu, je pense que Jean-Louis, pour le coup, on a traité Medina, mais on s'est eu beaucoup avec Jean-Louis Leca durant le mercato, pour beaucoup de choses d'ailleurs, hein, pas que du foot. Il a très bien travaillé, et il faut le dire. Il y a un ou deux mecs où si tu l'as au téléphone, tu dis, t'as bien bossé là-dessus. Ce gars-là, je le voyais pas comme ça. Ouais, bien sûr. Il a pris. Oui, c'est pas la même chose. On connaît. Moi, j'ai connu ça la première année. T'as ramené des joueurs qui étaient très bons. Ils arrivent à l'OM, malheureusement, ça explose. Ouais, il a pris le petit Beidou qui est très bon. Bien sûr, on connaissait aussi. Bien sûr. Mais c'est dans son jeu à lui, en tout cas, ce qu'ils veulent faire, c'est très bien. Et il a le Flo Thauvin qui s'est relancé aussi. Après Flo, pareil, c'est un ami. Donc, je parle plus de. Vous connaissez. Non, le petit Sangaré au milieu. Puisqu'on parle de joueurs, c'est un très bon joueur. Parlons un peu mercato. L'année dernière, l'OM a vendu beaucoup de joueurs au mercato d'hiver, des joueurs décevants. Est-ce qu'il faut s'attendre à un mercato d'hiver agité ou plutôt calme ? On a vendu des joueurs recrutés l'été juste avant, comme Ouahi ou comme Brassier. Exactement. Ouais, ça, je me suis déjà un petit peu exprimé par rapport à ça. Je sais que souvent, les gens disent qu'on manque beaucoup de stabilité. Enfin, avant moi, après moi, c'est pareil. Non, moi, comme je dis, la seule stabilité que je veux, en tout cas que j'espère, c'est cette fameuse stabilité du podium. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'être stable chaque année. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, tant que je serai là, j'ai envie chaque année de me qualifier en Ligue des Champions. Après, il n'y a pas eu trop de mouvements sur les mercatos. Si, il y en a eu, mais il y en a eu parce qu'on s'est renforcé. C'est pas de l'instabilité pour dire je vais changer parce que non. Si je change, contrairement à ce que certains peuvent dire aussi, c'est pas dans mon intérêt. Hein. Quand tu prends un joueur, tu en traites 3 ou 4. En tout cas, pour ma part, et je pense qu'aujourd'hui, les gens le savent, je ne me cache plus. Quand je ramène un attaquant, on est en train de traiter 3-4 dossiers. Donc, imagine le boulot que tu dois faire pour ramener 3-4 dossiers. J'aimerais bien, moi, avoir ramené ceux de l'année dernière, que tout fonctionne et que tout soit nickel, et puis je fais une deuxième année. Non. Malheureusement, tu es à l'OM. Il y a des difficultés. Le mec, ça prend pas, il veut pas, dans l'attitude, dans machin. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'entêtes parce que c'est ton idée ou tu dis écoute, on va arrêter tout, on va sonner la fin de la récréation et puis on va changer. Le contexte, c'est exactement, moi c'est ce que je dis. Mais est-ce que parfois il ne faut pas laisser un peu plus de temps à certaines recrues ? Il n'y a pas de temps, Marseille, il n'y a pas de temps. Moi j'ai pas de temps et j'en veux pas d'ailleurs, je le dis toujours, j'en veux pas. Cette année, si je ne me serais pas qualifié avec les champions, j'aurais fait quoi, Jean-Louis ? Je pense que je serais parti en Amérique, à Miami, avec un beau costume, j'aurais dit au propriétaire écoute, donne-moi du temps. Mais non, mais je n'ai même pas attendu après qui me le dit, j'aurais dit j'ai failli ma mission. Merci, au revoir. Faut arrêter de se mentir. Donc, Il faut être réglo. Les joueurs auront jamais le temps. Non, il est à Miami. Moi, cet été, il m'a reçu à Miami, en tout cas. Bon, alors, je reviens au mercato d'hiver. Mouvement, pas mouvement ? Non, honnêtement, comme je te dis, j'estime qu'on a bien bossé, en tout cas, un petit peu tardivement, malheureusement, avec toutes les contraintes qu'il y avait. Ça, il faut le dire aussi. Mais aujourd'hui, je pense que les vrais recrues, pour le coup, je pense à Traoré, je pense à Medina, qui est un joueur qui, pour moi, émotionnellement, Medina, etc. Exactement, c'est comme s'il n'était pas là. Et c'est un joueur qui est tellement important pour moi, pour le coach, pour nous. Donc j'espère qu'il va revenir. Gouiri, qui va encore un bon moment, mais j'espère peut-être fin janvier, je sais pas. On va voir. Pourquoi c'est si long ? C'est l'épaule. l'épaule, Il va opérer l'épaule, etc. Donc, Greenwood va rester à Noël, c'est sûr.
Au mercato, bien sûr, pourquoi Ouais, pas. il peut y avoir des offres. De Non, belles non, offres, il y en a eu aussi. Non, Greenwood, tant qu'il est content ici, on est content de lui. C'est un très très bon joueur. C'est quelqu'un qui est en train de donner chaque jour un petit peu plus encore à l'équipe. Il faut bosser avec lui, sans arrêt lui dire il faut que tu sois bon à chaque match. Tu es quand même le gars qui est le plus technique, tu es le gars qui peut faire les différences dans cette équipe. On a toujours l'impression qu'il faut être derrière lui et lui dire hey, tu sais que c'est tout le temps important, tu sais qu'il faut te replacer, tu sais qu'il faut faire. Il y a un peu usant quoi, comme gars. Après, je pense qu'avec Mason, souvent on oublie que c'est un joueur qui n'a pas joué aussi pendant une longue période. L'année dernière, on l'a jugé, machin. Au lieu de se contenter des buts qu'il mettait, les gens ils te disaient oui, mais on veut plus. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué pendant longtemps. Ah, mais là, ça y est, il a joué l'année dernière, juste cette année. Aujourd'hui, il a enchaîné et on voit bien que dans ses performances, il sort plus beaucoup des matchs comme il faisait. Il est beaucoup mieux. Il est au service du collectif, il défend. Heureusement qu'il est là. Moi, je le vois défendre énormément. Il est tout le temps. Il est mieux que l'année dernière. Voilà. Mais oui, le coach, en tout cas, sache que le coach. Il faut le surveiller. Il a une relation, je pense aussi, oui. Il a une relation particulière avec l'entraîneur qui croit beaucoup en lui. Le coach aussi est très proche de son papa, donc forcément, c'est un joueur sur qui on s'appuie beaucoup. On essaye de tirer le maximum de lui, en tout cas. Et puis on peut pas dire que c'est pas le joueur entre guillemets le plus décisif. Aujourd'hui, quand il est là, tu le ressens. À chaque fois qu'il touche le ballon, tu as l'impression qu'il est capable d'aller débloquer une situation. Donc c'est un joueur important. Et je pense comme Walid, c'est peut-être aujourd'hui un top 3 Ligue 1. Donc ça fait plaisir de l'avoir chez nous. Tu disais que tu étais content du mercato. Moi, j'ai mon petit chouchou là, Vermeuren. Il y a une option d'achat. Tu vas la lever? C'est en réflexion, mais on n'est pas pressé. On a le temps de discuter, mais forcément. Pour la fin de saison, quand tu dis jusqu'à la fin d'année, on a le temps. On a jusqu'au mois de mai, donc ça va dépendre aussi de 20 lui. millions. Moi, je parle jamais d'argent, mais oui. Non, mais juste si j'ai bon ou pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut faire attention. Tu le mets dans la vitrine Ligue des Champions OM. Tu vas peut-être avoir de la concurrence à la fin de la saison. Non, on a l'option, on est prioritaire. Après, comme je te dis, comment moi, entre guillemets, je fonctionne, d'accord. Si c'est un joueur, on est convaincu de par ses qualités, c'est un super mec, en plus très discret, très calme à sa place. C'est encore un jeune joueur. Donc forcément, l'idée du, entre guillemets, aujourd'hui du sportif, quand je dis sportif, du patron, Pablo, du coach, de moi-même, c'est de continuer avec lui. Mais si demain, il arrive un tel, écoute, ça fait partie du football. Moi, comme je dis, je ne retiens personne. Le coach, c'est pas quelqu'un qui va aller retenir aussi un joueur qui n'est pas convaincu par le projet. Mais si lui, en tout cas, se plaît, et je pense que c'est le cas, et qu'il a envie de s'éclater encore avec une belle équipe et prendre les choses en main, pourquoi pas encore plus, etc., il sera le bienvenu parce que c'est un vrai bon joueur. Mehdi, sur ta méthode, directeur sportif, comment tu fais pour réussir à boucler des deals de joueurs qu'on n'attend pas à l'Olympique de Marseille? Daniel a parlé de Pavard, on a eu Rabiot, Greenwood, Aguerd, Højbjerg, Rabiot. Ah oui, j'avais oublié. Excuse-moi, j'avais oublié qu'il était à l'OM, pardon. Qui n'était pas prévu. Comment tu fais aujourd'hui? C'est quoi la méthode Benatia? Non, il n'y a pas une méthode Benatia déjà. Tout ce que je fais, comme tu sais, je le fais avec Pablo et avec le coach. Mais en ce qui me concerne, moi, j'essaye d'être transparent avec les joueurs. J'essaye d'être transparent sur les premières discussions. J'essaye de leur expliquer surtout pourquoi je le veux, pourquoi je pense qu'avec un entraîneur comme ça peut matcher. J'essaye de lui expliquer qui il va trouver au quotidien. Parce que moi, je sais que dans mes clubs, quand j'ai rencontré des directeurs de football, par exemple, qui parlaient que football, des présidents qui avaient aussi la fibre un peu football, tu le ressens et c'est plaisant. Nous, pour le coup, passer de joueurs t'aide énormément. Quand on a été dans les clubs dans lesquels tu as été, les relations, le tissu de relations que tu as eu, c'est forcément un atout. Ah non, ça, c'est ça, je peux pas me cacher. Aujourd'hui, moi, c'est capital, ça. Daniel, aujourd'hui, je vais te dire, pour moi, il y a deux choses pour faire ce genre de joueur que tu parles, Walid. Il y a déjà avoir l'envie d'essayer. Déjà de se dire, écoute, tout le monde dit que c'est impossible. Moi, je vais prouver que pourquoi pas c'est possible. Et c'est ce qui s'est passé pour le culot. Tu t'es dit ça par exemple. Culot. Avec Adri, par exemple. Quand j'appelle Adri, quand je vois les listes de Ligue des Champions, Rabiot, ouais. Et je vois Adrien Rabiot, quand je vois qu'il a toujours pas signé, les listes sont sorties, donc il est sûr de ne pas faire la Champions League, je me dis, attends, il fait pas la Champions League, ça tombe bien, moi je la fais pas non plus. Au moins, c'est pas comme si il vient chez moi, il est au cœur du projet. Je lui dis, écoute, c'était une de mes premières discussions avec lui. J'ai dit, je pense que tu vas me prendre pour un fou, mais moi je suis tout sauf fou. Voilà, j'ai un projet pour toi, j'ai ça. Voilà, j'ai ça, machin. L'argent, forcément, on n'a pas ce que tu peux t'attendre. Et je l'ai dit déjà à l'époque. Et de là, j'ai dit, écoute, je te donne 48 heures, essaye de réfléchir et tu me rappelles. Il m'a rappelé, je crois, 24 heures après. Il m'a dit, écoute, appelle la maman, moi ça me tente. Ce que tu m'as dit, là, le football, machin, ce projet-là, le coach, je vois ce qu'il fait. Ça me tente. Et de là, on fait un joueur comme Adrien Rabiot. Pavard, pareil. Jusqu'aux 10 jours avant la fin du mercato, on me dit que Pavard, c'est qu'un transfert, ça sort à 20 millions, c'est un salaire démesuré. Et j'entends une ouverture
de Manchester City pour Akanji. Je sais qu'il est en train de parler avec l'Inter. Après, ça, c'est toujours les réseaux, les choses. Il faut savoir aussi un peu ce qui se passe. Je me dis Akanji, forcément, s'il vient, c'est poste pour poste. Ça veut dire que Pavard est sur la sortie. Avec Osilio, Pierre Osilio, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai côtoyé dans ma carrière avec le président Marotta, pareil, qui était mon président. Donc je lance les choses. C'est ça que tu appelles les relations, c'est tout ça. Bien sûr, et je lui dis écoute, moi j'ai pas d'argent pour faire un transfert, en plus j'arriverai pas à le payer, donc c'est pas possible sur un contrat à longue durée. Par contre sur un joueur comme Pavard, moi je te dis que je le prends, le coach il va le faire jouer, donc c'est sûr. Donc la méthode Bellatia, c'est bonjour, j'ai pas d'argent, mais j'ai une idée pour toi et ça marche. Non, on a de l'argent quand même. On a fait deux fois, Rabiot et Pavard. C'est des joueurs si en termes de salaire, on peut pas y arriver nous sur des mecs comme ça s'ils font pas un effort. Et d'ailleurs, Rabiot il fait des sacrifices à l'époque, Pavard il en fait encore cette année, donc c'est pour ça qu'après c'est autre chose. Mais quand je vois Pavard, après les 2 erreurs qu'il fait, Sporting lance, voir un message sur les réseaux, j'étais obligé de lui dire écoute mon petit, quand tu fais un message comme ça, mets-le aussi que tu as fait des gros sacrifices pour venir, parce que moi personnellement je t'ai pas demandé de t'excuser, hein. C'est des erreurs, c'est moi le premier, j'en fais plus que tout le monde des erreurs. Est-ce qu'on aura la vérité totale sur ce qui s'est passé? Non, la vérité je pense qu'on l'a tous. Après chacun il a envie de se mettre de son côté. Moi comme j'ai dit, Adrien en a beaucoup parlé, ça reste quelqu'un que je te dis encore une fois, je regarde les matchs du Milan, je le vois encore, malgré tout ce qui s'est passé, et je pense qu'il le sait. Je lui veux toujours du bien, ça va pas changer. Ça a été quelque chose où on a dû prendre des décisions, parce qu'il y a eu, entre guillemets, des choses qui sont sorties un petit peu du contexte, tu sais. Ça vous a dépassé un petit peu tout ça? Tout ce qui s'est passé? Dépassé, c'est un grand mot, dépassé. C'est quoi? C'est parce que la maman, la façon dont elle est sortie, le club ne pouvait pas supporter ça? Une fois que ça a été comme ça, c'est sorti un petit peu dans la presse de cette façon-là, c'est normal qu'après c'est difficile de faire marche arrière. Mais encore une fois, Daniel, moi j'ai pas envie de... Tu sais, moi c'est difficile que tu entends que je suis resté en dispute avec un joueur, c'est jamais arrivé. Donc c'est pas aujourd'hui que... Non mais c'est pour te dire, tu vois, moi aujourd'hui j'ai envie de parler plus. Tu t'entends bien avec lui et tout, c'est juste qu'à un moment le process a surpris. Le mec, il avait des déclarations d'amour à l'OM, toi tu dis que tu l'as fait venir, vous êtes amis et même encore maintenant tu lui veux du bien. Donc c'est quoi? C'est qu'à un moment, l'engrenage a été tel que vous n'avez pas pu revenir en arrière, que les déclarations de sa maman ont été telles que... Parce qu'elle est allée loin, même en off, et tu sais qu'elle parlait du journaliste. Elle disait, elle vous a limite traité de bon à rien quand même. Hein. Ouais, pas de souci. Tu le sais. Écoute, donc à un moment, on ne pouvait plus revenir en arrière. Quand tu fais face à ça, il y a 2 choses. Soit tu parles à un agent, d'accord? Quand tu parles à un agent, entre guillemets, un agent que tu payes, etc. Et forcément, je te mens pas, lui, si un agent parle comme ça, crois-moi qu'il va recevoir un coup de téléphone et on va devoir s'expliquer, parce que pour le coup, c'est irrespectueux. Mais quand tu parles à une maman, les gens, je sais qu'ils ont beaucoup critiqué, la vérité, c'est qu'elle ne prend pas d'argent, la mère à Rabiot. Elle ne prend pas d'argent. Les gens, ils peuvent parler, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas de genre à tout mélanger. Ah, parce qu'il y a eu ça, alors on va mentir. Non, c'est pas vrai. Il y a eu un comportement qui a été déplacé, on l'a expliqué, on a sévi, derrière il y a eu tout ça, ça a suivi le bordel, machin, et c'était terminé. Il n'y a pas de regret aujourd'hui. Non. C'est-à-dire que ça aurait pu être géré différemment, un peu moins dans l'émotion peut-être. Encore une fois, et que Rabiot soit là quand cette il m'arrive ça en fin de mercato, avec tous les problèmes que j'ai, encore une fois, je ne l'ai pas demandé, moi, ça. Hein. Garder Adrien Rabiot, je pense que on avait tous intérêt, entre guillemets, à vouloir le garder, à vouloir aller au bout. Vous avez demandé, c'est quand même après la sanction et de le mettre dehors. Exactement, parce que tu peux pas, parce que sinon tu fais comment pour revenir tous les jours à travailler, et puis tu sais qu'il s'est passé ça, en fait tu perds ton vestiaire. Moi, tant que je serai à Marseille, et je l'ai dit au départ et je le répète, et je l'ai même dit aux joueurs, je pense en plus, on peut finir 5e, on peut finir 8e, je peux partir, j'ai pas de souci avec ça. Mais il n'y a personne qui va décider, il n'y a personne qui va faire ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Quand je dis de mourir avec mes idées. C'est pas qu'une bagarre entre 2 joueurs. Il y a eu un peu plus, forcément. Sinon, parce que ce genre de choses, ça se règle en interne. Il y a eu ça, et puis il y a eu des choses en interne que nous, on n'a pas appréciées et qu'on a voulu, entre guillemets, montrer. Voilà, il y a des règles ici de vie, il faut les respecter. C'est comme ça qu'on a eu des résultats, et c'est comme ça qu'on va peut-être en avoir, en tout cas. Et elle s'applique pour tout le monde, donc pour un tel, et c'est ce qu'on a voulu faire. Mais encore une fois, ça a été un petit peu. Voilà, c'est un gros joueur, forcément, tout le monde en a parlé, et ça n'a pas aidé. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est très content où il est. Il a retrouvé un entraîneur qu'il connaît. Nous, on avance comme ça, et puis voilà, pas de souci. On va parler du coach dans quelques instants. Et ta liaison, ta relation avec lui, comment vous bossez, c'est intéressant. Relation, c'est mieux que liaison. Parce que... oui, pardon. Comme vous êtes tout le temps ensemble, tu lui parles peut-être plus qu'à ma femme, ça c'est vrai. Et puis, avant 23h, Daniel et Jean-Louis ont préparé des petits questionnaires surprises. Donc, on en aura un dans quelques minutes. À tout de suite. 22h51, Daniel Riolo, Jean-Louis Toroli, Dacherchour et Mehdi Bellatia avec le directeur sportif de l'OM. Encore quelques questions mercato avant de parler du coach. Mais d'abord, Daniel,
Ton questionnaire préféré que tu as préparé tout l'après-midi. Ah, exactement. C'est le petit jeu qui est très à la mode. Je sais que ta culture italienne est sans limite. Tu as adoré et tu as été très influencé par la culture foot là-bas. Ouais. Ouais, c'est un petit jeu qui cartonne. On l'a fait à Leonardo quand on est allé à Milan. Bon, tu as certainement vu ça sur les réseaux. C'est une espèce de tu préfères améliorer. Je te l'ai fait avec. Tu as vraiment joué avec beaucoup de joueurs excellents dans ta carrière, que ce soit Juve, Roma ou Bayern. Alors concentre-toi. Quelques-uns des joueurs, il faut que tu choisisses à chaque fois un par élimination. Et puis Je dois mettre un peu de cœur ou je mets que vraiment football? Tu mets ce que tu veux. Non, la valeur. La valeur, non, la valeur du joueur. Fort. Donc Ouais. c'est des mecs qui étaient avec toi et que tu trouves. Ok. Bon. T'es prêt? Ouais. Schweinsteiger, Alcantara. Schweinsteiger. Schweinsteiger, De Rossi. Eh oui, ça va être dur. Ça va être dur. Bastian Schweinsteiger, Daniele De Rossi. Schweinsteiger. Ah ouais, celui-là, je l'attendais pas. Schweinsteiger, Pjanic. Pjanic, c'est un ami. Hein. C'est un frère, c'est pas un ami. Schweinsteiger, il a tout gagné. Oh. Schweinsteiger. Schweinsteiger, Philippe Lam. Bah, c'est pas le même poste, mais. Peu importe. Philippe, putain, il était fort, Philippe. Schweinsteiger. Ah, il est resté longtemps. Schweinsteiger, Higuain. Ah, là, c'est autre chose. Bah, Higuain, il a pas tout gagné comme ça, mais putain, c'est un buteur. Puis putain, il était fort. Allez. Faut aller plus vite que ça. Bah, je vais jouer avec les titres et tout. Schweini, il a tout gagné. Allez. Schweinsteiger, c'est difficile. Schweini, Robben. Chouini. Schweinsteiger. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il reste si longtemps. Schweinsteiger, Dybala. Schweinsteiger. Et on termine avec Schweinsteiger, Francesco Totti. Francesco Totti, pour le talent, pour tout ce qu'il représente. Il a voulu rester à Rome toutes ces années. Et je vais te dire un joueur que j'aurais mis devant Schweinsteiger, avec qui j'ai joué aussi. Et c'est dur, hein, parce que pour le coup, à son poste, Schweinsteiger, dans sa génération, il a tout fait. Xabi Alonso. Xabi Alonso, il arrive et c'est lui justement qui met sur le côté Schweinsteiger quand Pep le fait venir en même temps que moi avec Lewandowski. On arrive en même temps au Bayern. Et Xabi Alonso, il était monstrueux. Bien sûr. Monstrueux. Et franchement, pour tout ce qu'il a fait, en plus, lui, il a joué dans plusieurs championnats en Angleterre, machin, en Espagne, partout. Il a bien fait. Fabuleux. J'aurais mis lui devant Schweinsteiger, par exemple. Tu vois. Et dire qu'aujourd'hui, les joueurs du Real ne le respectent pas. Mais c'est un autre débat. Ouais. J'avais une question pour Mehdi par rapport à ce qu'on disait avant la pub. Tu parlais de culot tout à l'heure, dans ton boulot de DS. Quel joueur tu as tenté, mais que tu n'as pas réussi? Le joueur le plus compliqué, quoi, le plus compliqué à atteindre. Tu t'es dit, bah, moi, je vais y aller. Qui j'ai tenté, que j'ai pas réussi. Haaland. De Bruyne, t'as pas été sur De Bruyne cet été De Bruyne, j'ai parlé. Ouais. De Bruyne, j'ai essayé, mais il était déjà bien avancé avec Napoli. Ouais. En fait, je ne sais pas que je voulais le faire, De Bruyne, je voulais le rencontrer. Ok. Je voulais discuter avec lui, voir un petit peu comment il sent, enfin comment il se Tu as dit, sentait. j'ai pas d'argent, mais j'ai des idées. Il Non, était libre, non, il était libre. Bon, libre, mais ça ne veut pas Oui. dire gratuit. Hein, Oui, libre. bien sûr, bien sûr. Mais on les connaît, les joueurs libres. Non, mais De Bruyne, je me suis dit, putain, avec le coach et tout, ça peut être De Bruyne ça peut à matcher l'OM, grave, waouh. tu vois. J'ai essayé lui, j'ai Griezmann essayé... non, Grisou, non, parce que je savais qu'il allait prolonger. Il y avait soit les États-Unis, soit prolongé, mais c'était des salaires... qu'on peut pas aller, donc non, mais j'ai tenté 2-3 coups comme ça, mais après j'ai tenté Fofana aussi de Chelsea, Wesley Fofana. Wesley qui est marseillais. Je me suis dit putain, il a eu pas mal de blessures, est-ce que le contexte marseillais à la maison ça pourrait coller? J'ai essayé lui, j'ai essayé 2-3 joueurs comme ça qui étaient libres, mais pas des fois quand j'appelle moi entre guillemets les agents, bon maintenant ils savent. Des fois, j'appelle et c'est pas pour s'affoler, hein, c'est pour faire un rendez-vous, pour discuter, pour voir un petit peu comment il voit la chose. Prendre la température. Voilà, prendre la température. Si le mec te dit putain, l'OM, écoute, ça lui parle, il a gagné une tonne d'argent en première ligue et il a envie de vivre un truc comme ça, passionnant, l'OM et tout, bah là, tu dis ben bingo, peut-être que je peux l'accrocher. L'OM, tu le vends comme ça? Quand tu as moins de moyens, tu vends. Oui, moi, l'OM, c'est ce que j'ai dit à Pavard quand il est venu. Tu pourras lui demander quand vous l'avez pareil en interview. Je lui dis écoute, c'est pas l'Inter, c'est pas le Bayern, je sais ce que tu as connu parce que j'étais un petit peu dans ces clubs-là. Mais écoute, en termes de passion, ce que tu vas vivre ici au quotidien,
c'est extraordinaire. Tous les jours, tu vas te sentir un joueur important. Mais des fois, ça peut faire peur à certains joueurs. Ah, faut pas qu'ils viennent alors. Faut pas. Oui, voilà, il vient c'est ça. pas Et comme ça au moins on évite comment tu fais pour mesurer que le gars il va s'adapter, ça va pas le saouler Jouer à tous l'OM, les c'est jours très dans la machine compliqué, à laver. Parce que dans Eh ouais. toutes les discussions, quand le coach fait ses causeries, etc., quand il leur dit, les gars, il n'y a pas longtemps, il a parlé d'un match gagné où je crois que c'était à Nice, où il dit on n'a pas bien joué. Oui, c'est ça. Il le dit, moi, je veux pas gagner, je veux gagner, mais je veux bien jouer. On le sait, c'est sa marque de fabrique, il est comme ça. Il dit, je veux jouer. De derrière, il leur dit quoi? Le contraire Jouer. d'Allegri. Il dit, si je prends le but, c'est moi le responsable, c'est ma faute. Mais quand tu as un entraîneur qui te dit ça, t'as peur de quoi en vérité? Il a dit, je vais faire jouer les joueurs qui osent le plus. Donc, normalement, quand tu es joueur, tu te dis, putain, je vais être disponible, je vais jouer, je vais pas me cacher, c'est pas grave si je rate, parce que de toute façon, lui, il me demande ça. Et malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, l'environnement, tu rentres dans des calculs, et nous, on veut ça. Et le coach, quand on ramène des Zerbi, bien sûr que c'est pour gagner des titres, bien sûr que c'est pour faire des choses. À l'arrivée, je crois qu'il a 87% de podium, je regardais avant de venir, depuis qu'il est là. L'année dernière, on a eu 33 fois, on était sur le podium sur 34 journées. Donc ça veut dire qu'il a des résultats. Encore une fois, tes meilleures attaques. Lui, il veut améliorer encore le jeu. Et on va y arriver. Mais ça passera par des gens qui viennent légers sur le terrain, rentrer légers. C'est nous les fautifs. Ça se passe pas bien, c'est nous. Comment Plus que votre ça, relation a évolué à tous les deux, avec De Zerbi, par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a des choses qui se font différemment aujourd'hui? Notamment, moi, j'ai une question sur on parle du contexte marseillais. On sait que c'est une sorte un peu de brasier à Marseille qui est prêt à s'enflammer à la moindre polémique. Et parfois, vous avez été l'auteur, en tout cas, vous, la direction marseillaise, de certaines de ces polémiques. Est-ce que vous vous êtes dit, par exemple, cet été, il va falloir essayer de faire peut-être un peu profil bas sur certains moments? La gestion des défaites. Oui, voilà, par exemple, ou l'arbitrage, on pourra peut-être y revenir aussi, mais de ne pas remettre de l'huile sur le feu dans un contexte déjà bouillant. Oui, après, je pense qu'à Marseille, ça aussi, je le dis souvent, il y aura sûrement beaucoup de coachs ou beaucoup de directeurs sportifs plus talentueux, meilleurs, ils vont se tromper peut-être encore moins que moi sur les joueurs. Ils joueront peut-être mieux que le coach, ils auront des meilleurs résultats. Mais moi, en tout cas, pour connaître ce club très très bien, je pense pour ce contexte, je pense qu'il faut des gens de caractère. Quand je dis de caractère, je ne dis pas caractériel. C'est pas la même chose. Je dis de caractère. Le coach, quand je vais le chercher, quand je l'appelle, quand je lui dis, voilà, pareil, coach, faut que je te parle. Moi, j'étais déjà en contact avec lui quand j'étais agent. On avait déjà discuté quand il était à Brighton. On avait déjà une belle relation. Quand je fais le call avec lui pour lui proposer le projet, je pense que ça va pas passer parce que je sais qu'à Manchester, je suis au courant déjà qu'à Manchester, il les a rencontrés, tout ça, je sais. Mais je lui propose le truc tout en sachant que quand il est venu ici en Coupe d'Europe à Marseille, il a dit putain, un jour je me vois entraîner ici. Et ça, je le sais, moi, on me l'a dit. Donc je me dis écoute, je vais essayer d'accrocher quelque chose. Et à l'arrivée, j'ai toujours essayé d'être transparent, moi, avec le coach, toujours. Aujourd'hui, on a encore une relation qui a forcément, on se voit tous les jours, on passe 3 heures par jour au téléphone quand on rentre à la maison, on échange surtout sur les matchs, sur Vous l'entraînement. décrochez jamais, ni toi ni lui. Je crois que toi, tu dors 4 heures par nuit. Ouais, à peu près, ouais. Bon, Lui, c'est pareil. Lui, dort à la commanderie, c'est pire. Lui, dort à la commanderie. Tu dors à la commanderie? Ouais, non, il a son appart sur Aix-en-Provence, mais je crois qu'il paye le loyer pour pas grand-chose. Il est tout le temps à la commanderie. Après, on est comme ça. Je te dis, ce club-là, pour moi, tu peux réussir. Et je dis pas qu'on va réussir. On verra à la fin de l'année où est-ce qu'on est. Mais tu dois avoir cette passion-là. Tu dois vivre le football de cette façon-là si tu veux espérer des résultats. Sinon, c'est perdu d'avance. Et donc, avec le coach, pour le coup, on vit un petit peu la même chose. On vit pour le football, on vit pour ce projet, on vit pour emmener ce club là-haut. Et on sait très bien que demain, ça va s'arrêter et notre vie, elle continuera quand même, mais au moins, personne ne pourra nous reprocher quoi que ce soit sur la durée où on a été là. On continue la discussion autour de De Zerbi, et puis on va parler d'arbitrage aussi. Ça, c'est un gros sujet. Ah bah, obligé. Dans quelques instants, Nelly Benatia toujours avec nous. Les discussions continuent dans l'after. À tout de suite. RMC. On n'est pas une équipe qui a forcément beaucoup de bagarres, donc il va falloir être plus malin, plus intelligent. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir et on a tendu la joue pour se faire fesser. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, si je puis dire. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h03, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Walid Acharchour et Mehdi Benatia avec nous. Je précise que le Barça a définitivement battu l'Atlético Madrid 3-1. Le match vient de se terminer. Est-ce que vous avez encore des questions sur la relation avec De Zerbi? Ensuite, il faut qu'on parle formation
notamment. Vas-y. Ouais, mais dis comment tu juges De Zerbi et comment nous on doit le juger De Zerbi. Tu parlais de résultats tout à l'heure, en disant qu'il a fait 33 podiums sur 34 l'année dernière. Tu parlais beaucoup d'Allegri, de la Juventus. Est-ce que toi tu juges sur le contenu, sur la progression des joueurs, sur la progression du jeu? Tu as forcément un avis à chaque match. Est-ce que tu en discutes avec lui? Est-ce que tu lui fais des retours? Parce que tu disais tout à l'heure, on est trop exigeant avec l'Olympique de Marseille, il faut qu'on gagne 5-0. Ah, puis il y a même des médias qui ont dit que tu passais les instructions, en fait, on a oublié de parler de ça. Juste pour terminer la question, on va éviter de répondre à ces conneries. Mais De Zerbi, quand il arrive, quand tu le récupères, on récupère un coach qui a montré du très beau football à Brighton, à Sassuolo, à Benevento, et c'est pour ça que moi j'adore le coach. Mais il y a des moments dans la saison où ça joue moins bien, où je comprends moins le plan de jeu. Est-ce que toi tu comprends tout ça, ou est-ce qu'on doit juger uniquement sur le tableau Excel, il a fait les points et c'est ce qui compte à l'Olympique de Marseille? Non, c'est pas. Aujourd'hui, quand tu connais un petit peu le championnat, tu sais ce qu'ils disent les étrangers quand ils arrivent en France. Waouh, il est dur le championnat. C'est très très dur, surtout les Italiens. Moi je sais que tu demandes à Carletto, Ancelotti, tu demandes à tous les étrangers qui sont arrivés, il leur faut un temps pour vraiment se rendre compte, waouh, c'est intense, il y a les duels, il y a machin. Le coach aujourd'hui, non seulement, moi je trouve en tout cas que c'est beaucoup mieux dans le jeu, je te dis la vérité, je trouve que c'est beaucoup mieux dans le jeu. On marque des buts, parce qu'à un bout d'un moment, on nous a reproché de oui, mais il y a trop de passes. Mais quand il te fait des passes, comme il te dit, quand il t'emmène là, on a déjà parlé aussi un petit peu, c'est pas au hasard. Lui, il prépare sa phase défensive avec le ballon. Donc, au plus je ramène des mecs autour du ballon, au plus, quand je la perds, normalement, je suis bien placé pour intervenir. Si tu mets un long ballon, le bloc, il n'a pas le temps de monter, tu perds le deuxième ballon, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais contrer, j'apprends rien, c'est basique, si on veut parler un petit peu football. Lui, il prépare sa phase défensive, pas toute la semaine en travaillant défensivement, non, c'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut le ballon 75% du temps. Donc, il te fait redoubler les passes, il te cherche des carrés, il a un schéma de jeu quand on a le ballon, quand on ne l'a pas. Tu vois bien que des fois, ça permute, on est à 4, mais ça devient 3, le latéral, il peut monter un petit peu plus, etc. etc. Donc, tout ça, c'est quelqu'un pour moi d'innovant, mais c'est pas moi qui le dis. Il a été, je pense, je crois que c'est Pep qui avait dit que c'est un entraîneur qui va marquer son époque, etc. Moi, je vais te dire autre chose. Quand il fait une réunion, moi, depuis que j'ai arrêté le foot, ça m'a pas vraiment manqué. Pas que ça me manque pas, mais je suis passé, quoi. Je suis pas tu sais, je vais pas te dire, ah, moi, non, c'est fini. Mais quand je fais des causeries avec lui 45 minutes, putain, j'ai envie de rejouer. Tu te donnes envie de rejouer. Parce que tu vois un mec qui transpire. Dans la salle réunion, tu vois un mec qui transpire. Tu vois un mec qui parle avec son cœur, qui aime ses joueurs. Tu vois un mec qui est passionné. Quand il t'explique ce qu'il veut, il te met les supporters. Il dit, les gars, ça, on le ressent, ça on le ressent. Tu le ressens. Oui, mais en fait, quand je dis que c'est pour moi le coach idéal pour l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il a toutes ces qualités-là. Après, bien sûr. C'est pas un peu trop de nervosité parfois, quand on le voit après les matchs à Auxerre, où il y a d'autres exemples, où tu le vois. Parfois sortir un peu de ses gonds, s'énerver tout seul. Déjà que Pablo Longoria, pendant les matchs, il est chaud. Il y a lui qui est chaud. Le seul qui est calme, c'est. Ouais, mais il y en avait un autre qui était calme, c'était Marcelinho, mais il a fait 3 mois, il est parti. Donc, des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de nervosité. Non, c'est pas du tout nerveux. Moi, je fais des discussions avec lui de 2h30, on parle football, il n'y a personne qui est énervé. Alors, revenons sur le foot. Je poursuis la question de Walid. Moi, je comprends ce qu'il dit. C'est pas tant que. C'est un coach, a priori, on l'aime pour ses idées sur le jeu. Alors, c'est un coach tampon. Exactement. Il arrive, il a le tampon, on sait qu'on va se régaler et tout. Et on ne se régale pas tout le temps. Alors peut-être que c'est à lui que je devrais poser la question plus qu'à toi. Mais parfois, je trouve qu'on parlait de passes, parfois j'ai l'impression qu'il y en a trop dans la préparation et que dans le foot d'aujourd'hui, c'est la vitesse qui prime selon moi et la capacité à verticaliser vite. Je suis d'accord. Et parfois à l'OM, c'est pas si évident que ça. Alors, soit c'est parce que ça manque de vitesse devant et sur les côtés, soit ça manque d'un joueur au milieu de terrain capable de faire ces verticalisations et ces passes rapides, je ne sais pas comment on les appelle, les passes un peu vers la profondeur. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ces éléments qui me semblent parce que Daniel, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, Mehdi t'explique que la Ligue 1, c'est dur. Et moi, je suis d'accord avec toi, je pense que la Ligue 1, c'est dur. Encore plus pour ce type de coach. On voit Farioli à Porto, il se régale. À Nice, on avait les mêmes questions et en plus, ils sont de la même école. Ils sont de la même école. Mais tu vois, par exemple, le match contre Nice, récemment, même là sur la deuxième mi-temps contre Toulouse,
Est-ce que De Zerbi ne doit pas aussi s'adapter à la Ligue 1 parfois, surtout en plus avec le mercato que tu as fait? Un Pachao qui pour moi est beaucoup plus fort quand il prend la profondeur que quand il a le ballon. Un Le Greenwood problème, c'est quand on te la donne pas, la bien sûr, profondeur. oui, mais oui, bien sûr, bien évidemment. Mais est-ce que, comme à Nice, est-ce qu'il y a un moment où tu peux pas, par moment, laisser l'initiative du ballon? Est-ce qu'il y a des réflexions comme ça au club en se disant la Ligue 1, est-ce qu'on va pas prendre les coachs à leur propre jeu? Je te garantis, Walid, que ce coach-là, en tout cas, il n'est pas du tout sur une idée où je suis De Zerbi. J'ai toujours bien fait jouer mes équipes et j'ai pas besoin de me renouveler. Au contraire, il regarde tout. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pour moi, en tout cas, mon avis, ce qui se passe. Pendant les années où l'Espagne régnait un petit peu sur le football, etc., le grand Barça de Pep, même le City au départ de Pep Guardiola, etc., c'était un jeu de possession. Non ? Pep, Oui. ça a été un des premiers à demander à Alaba Absolument. de venir à l'intérieur. Philippe Lam qui venait se faire le supplément au milieu pour avoir la supériorité. Des fois, on jouait avec Thomas Müller parce que Thomas Müller, il décrochait. Les Espagnols ont commencé avec David Villa comme faux neuf, etc. etc. Tu étais sur un foot de possession. De Zerbi sur un foot de possession, je pense qu'il a prouvé. Moi, je me rappelle à Benevento en Italie, on gagne 4-2 avec la Juve, on n'a pas touché le ballon. S'il n'y a pas Dybala et Douglas Costa, tu ne gagnes pas le match. Avec Benevento. Hein. Je me rappelle encore avec Sassuolo, tu savais que le ballon, c'est eux qui vont le prendre. Parce qu'il avait cette idée de jeu, les triangles, les carrés au milieu, les machins. Le mouvement des joueurs. Voilà, mais c'est c'était un jeu de possession. Aujourd'hui, le football, il va sur quoi, Daniel? synchronisation. Tu parlais ça très bien tout à l'heure. Le football, il va sur du man-to-man aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un contre un, c'est que de l'individuel. T'as vu le fameux Bergame de Gasperini d'avant, etc. Le football aujourd'hui, c'est quoi? Les courses en avant, la haute intensité, on cherche les duels. C'est ce qu'il fait. Bielsa à l'OM, déjà, il est beaucoup dans le 1 contre 1. Il s'adapte, beaucoup. Et il s'adapte parce qu'au départ, lui aussi, il a un jeu qui est basé un petit peu. Il a toujours été. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on voit bien que c'est en train de changer. Les équipes qui vont, c'est les équipes qui verticalisent avec de la vitesse, avec de l'impact dans les duels, etc. Qui pressent. Nous, pareil, le coach, il n'y a pas un match où il a commencé en disant on n'y va pas. Moi, j'ai jamais entendu ça. À chaque fois, peu importe contre qui tu joues, il va aller chercher, lui, il va aller presser, il veut aller, il est ambitieux dans le jeu. Comme vous l'avez fait contre le PSG, par exemple. Exactement. Nous, il y a tout le temps l'envie de se dire. Même s'il y a eu des débuts de match, notamment en Ligue des Champions, un peu ratés, justement. Un décalage entre c'est ce que je dis, mais quand c'est raté, en tout cas, c'est pas le coach qui te dit à la causerie, et les gars, demain, j'ai un peu peur de Bergame, on va rester bas. Non, il te dit pas ça. Notre idée, c'est d'y aller. Après, il y a la difficulté du terrain, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, tu parlais de Farioli. C'est un coach que j'ai eu, moi, à la fin de mon aventure en Turquie, effectivement, qui a commencé comme entraîneur des gardiens, je pense, avec De Zerbi, donc ils se connaissent très bien. Il a beaucoup étudié. Et je me rappelle, quand je suis arrivé avec lui, putain, il demandait la même chose. Pas le jeu, le machin. Mais quand il est venu à Nice, qui gagnait 1-0, 1-0, 1-0, il s'adaptait. Et pourtant, moi, je sais très bien, je connais Farioli. C'est quelqu'un qui meurt pour le jeu aussi. Le coach, quand il te dit à Nice, après en avoir mis 4 ou 5, je ne sais même plus, il te dit, moi, je ne suis pas content. Je veux jouer, parce que c'est ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, forcément, il s'adapte aussi. Et je pense qu'on a mis beaucoup de buts en transition. Ouais, si tu regardes nos buts, mais est-ce que c'est pas le chemin en vitesse, est-ce que c'est pas le chemin quand tu vois les profils? Ouais, après on s'adapte aussi en fonction de ce qu'on a. Par exemple, la transition, tu la trouves où contre Toulouse? L'évolution du PSG l'année dernière, dont on parlait entre première partie et deuxième partie de saison, où ça redoublait énormément de passes, où ça tournait en rond. Le fameux match charnière contre City, la remontée, le retournement, il est beaucoup dans la transition, la rapidité, en profitant des. Mais Daniel, si nous, ils viennent en 4-5-1 contre nous, en 5-4-1, pardon, excuse-moi, ils viennent en 5-4-1 souvent. Tu la trouves où la profondeur? C'est vrai. Comme tu as dit, il n'y en a pas. Donc tu dois t'adapter. C'est dur. Est-ce que tu parles avec lui de son coaching pendant les matchs? Parce qu'on lui a beaucoup reproché ce qui s'est passé au Sporting, avec Greenwood, tout ça. Il a tendance parfois à faire des coachings tardifs. Est-ce que c'est un truc que vous débriefez ensemble? Alors, tout ce qui est coaching, contrairement à ce que certains peuvent penser, tout ce qui est coaching, tactique, etc., le seul décideur, c'est l'entraîneur. Ce que lui, il a envie d'échanger avec moi je suis toujours prêt à en discuter. Parfois, oui, il a l'humilité en plus, c'est ça le pire, de te dire j'ai fait ça parce que ça. Ah ok, mais il ne me demande pas mon avis, non, pas du tout. Il fait, lui, ce qu'il pense, et puis on discute, comme on discute de joueurs au mercato, comme on discute de Après le match au Sporting, quotidien. quand on l'a interrogé, il s'est un peu vexé, en mode, genre, pourquoi vous me demandez ça? Moi, j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Parfois, un coach a aussi un mauvais jour, il peut te tromper. Ouais, après, moi, là-dessus, je pense que j'en ai déjà parlé aussi avec certains consultants, etc. Je pense que quand on est en studio et qu'on dit mais pourquoi il change lui mieux que lui? Pour moi, ça, c'est pareil. Donc, si lui, il marque à l'arrivée, tu vas dire en fait, il avait raison. Et puis, si ça s'est bien passé, pour moi, c'est des discours bidons.
Pardon. Ouais, mais alors justement, moi j'ai une question sur votre rapport à la critique en général, parce que on le sait, souvent vous vous braquez un peu contre certains médias, contre certaines prises de position, et d'ailleurs parfois vous le dites en zone d'interview, voilà, on a entendu en gros, oui, on a pris un peu notre revanche, ce genre de truc. Contre le reste du monde, tout le monde en veut à l'OM et tout. Et donc ma C'est question c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Bah c'est non, fait je un pense peu pas. sciemment pour que ça serve de ciment dans le vestiaire, voilà, ils nous en veulent, on va montrer, ou est-ce que c'est un truc que vous avez en vous et sur lequel faut peut-être travailler un peu? Peut-être que quand on est DS de l'OM, il faut aussi peut-être pas réagir à toutes les critiques, ce genre de choses. Déjà, moi, c'est difficile que je réagisse comme tu dis, comme ça. Par contre, quand il y a des choses que je dis qui sont fausses, avant, parce que maintenant on le fait même plus pour te dire, mais avant on essayait d'expliquer, mais c'est un peu dur ce que tu as dit, non? Moi, par exemple, je suis contre. J'ai reçu un message de quelqu'un de chez vous, on va pas rentrer dans les noms, les prénoms, je vais passer l'âge de faire tout ça, moi. Il y a 2 mois. Magnifique ton travail, c'est extraordinaire ce que tu as fait, l'équipe elle est magnifique, waouh, machin. 1 mois plus tard, ces joueurs sont catastrophiques, qui c'est qui les a pris? Tout est à jeter. Mais ça, c'est un peu la vie médiatique d'un grand club. Ah non, pour moi ça n'existe pas ça. Ça veut dire que moi demain je rentre dans le vestiaire, si j'ai gagné, j'embrasse tous les mecs, le lendemain j'ai perdu, j'insulte tout le monde, c'est pas comme ça le football. Si c'était bien, si le mercato était parfait il y a 1 mois, pourquoi il y a 3 semaines après il est plus bon? Je sais pas, je comprends pas moi ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des critiques autour de l'OM, il y en aura toujours, quoi qu'il arrive. Je suis le premier, on est les premiers nous-mêmes à dire mais comment on peut faire un match comme ça? Bergame, tu joues une équipe qui est en difficulté. Tu penses qu'on ne le sait pas que Bergame est en difficulté? On le sait. Bergame, c'est quoi? C'est un match complètement raté. Vous avez, on l'a raté les 30 premières minutes. Vous étiez super énervé. Mais c'est quoi ce match? Non, on est dégoûté parce qu'on avait un plan. Je sais qu'en plus, bon, moi ça c'est personnel, mais je sais que le coach, c'est un match qui lui tenait à cœur. En plus, Bergame, etc. On a préparé le match. Voilà, on avait des idées, on voulait aller là-bas et on s'est retrouvé sur leur fameux schéma où ils sont venus un petit peu nous prendre de man to man. On n'a pas réussi à sortir. On a joué que vers l'arrière. Encore une fois, Rouli nous sauve sur le penalty. Après, on reprend un petit peu d'enthousiasme, un peu de force. Malheureusement, c'est pas suffisant. Tu peux peut-être le gagner à l'arrivée et sur le compte, tu te fais plomber à la 94e minute. C'est dur le scénario. Je sais pas, le scénario il est difficile. Oui. Voilà, ça fait partie du. Mais encore une fois, c'est que pour moi, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Ça fait partie des choses. J'aimerais bien, moi, arriver, gagner 3 contre Bergame et penser au match d'après. Mais ça ne veut pas dire que tu perds 1-0 contre Bergame, qu'il y a tout à jeter. C'est pas vrai. Il faut garder un petit peu tu vois, garder, je pense, un juste équilibre dans tout ça. Courte pause et on revient. La discussion continue. Il faut qu'on parle formation. Je pense qu'il y a un enjeu ou pas. Ça existe à l'OM? Il y a quelques jours là. Vaz, par exemple. C'est pas mal en ce moment, non? Et puis le 32-16 est ouvert. Supporter de l'OM, profitez-en. Mehdi Benatia est là. À tout de suite. 23h18. Mehdi Benatia toujours dans l'after avec Walid Cherchour, avec Jean-Louis Tour, avec Daniel Riolo. Mehdi, pour conclure sur De Zerbi, est-ce que l'avenir de De Zerbi et l'avenir de Benatia sont liés? Non, je pense pas. Honnêtement, je sais pas. Il faudra lui poser la question à lui. Moi, comme je dis souvent, je suis là, je travaille tous les jours comme si j'allais rester 10 ans, tout en sachant que c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est ma façon un petit peu de penser. On parlait tout à l'heure de Rome. Daniel, il me demandait combien de temps tu es resté à Rome, etc. Rome, j'ai signé 5 ans, j'ai acheté une maison, je pensais rester. Et au bout d'1 an, je suis parti. Malheureusement, dans le football, tu sais très bien que ça se passe comme ça. Donc le coach, il a fait déjà une très belle carrière. Il va continuer. Il n'a pas attendu après moi pour faire de grandes choses. Donc quoi qu'il arrive, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible. Mais moi, entre guillemets, je suis pas spécialement lié à qui que ce soit. Est-ce que tu avais dit que tu étais lié à Longoria? Oui, lui à Longoria, c'est lui qui m'a ramené forcément. Exactement. Mais si Pablo veut rester pendant 10 ans et que moi je décide de faire autre chose, il n'y a personne qui peut me retenir de faire autre chose. Et quand tu dis que tu ne vas pas rester 10 ans, tu ne vas pas t'éterniser à l'OM? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est quelque chose de très très fatigant. J'ai déjà dit l'année dernière, je le répète, c'est un métier en tout cas. Comme moi, j'essaye de mener ma barque, on va dire, c'est assez fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Et tu laisses ta santé, tu laisses je sais pas si c'est quelque chose que je dois faire en tout cas pour de longues années, ça c'est sûr, parce que voilà, j'ai des enfants, j'ai une vie derrière. 5 ans quand même à l'OM. On verra. Après, ça faut demander aussi au boss. Et tant qu'il y a des résultats, voilà. Après, il y a un contrat au moins sur quelques saisons. Les contrats, ça ne veut plus rien dire dans le football aujourd'hui. Dans ton rôle de directeur sportif, je l'ai dit tout à l'heure, tu as été marqué par tes expériences en Italie, et comme tu as également été au Bayern, où on sait à quel point l'institution est très forte, dans ces clubs-là, il y a souvent quelque chose, c'est une forme de verticalité.
dans le pouvoir, dans les prises de décision. Et les directeurs sportifs, et en plus ceux que tu as connus, étaient des gens à la personnalité très forte et qui voulaient contrôler énormément de choses. Je sais que ça a pu apparaître dans certaines critiques qui ont pu être formulées dans des journaux. Alors bien mal, moi j'ai mon idée sur le sujet, mais je te pose la question et tu vas pouvoir répondre. Est-ce que pour être un bon directeur sportif, il faut quelque part être autoritaire, contrôler la com, contrôler tout ce qui se passe dans le club, tout ce qui se dit à l'extérieur, en gros être une sorte de communicant, de gendarme avec l'extérieur, avec l'intérieur, une sorte de grand patron, quoi, mais plus qu'un grand patron, une sorte de superviseur, quelqu'un en somme d'autoritaire. La plupart des grands directeurs sportifs le sont, à mon sens, et l'ont été. Et souvent, les clubs qui marchent sont souvent un peu comme ça. Est-ce que tu t'es inspiré de ça ? Je me suis inspiré beaucoup de l'Italie, sur la rigueur, sur tout ce que j'essaye de mettre au quotidien, sur le travail invisible, sur le souci du détail. En Italie, j'ai appris ce que ça veut dire, le souci du détail. J'ai envie d'avoir un œil sur tout. Oui, quand je te dis tout... Le rapport aux médias, ce qu'on va dire de toi, ce qu'on va dire des joueurs. Mehdi, tu fais attention beaucoup à ça quand même. Non, Daniel, ben écoute, il y a des gens, encore une fois aujourd'hui, qui travaillent. D'accord ? Moi, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites. Non, sur l'Olympique de Marseille, tu vas voir, tu vas trouver ci, tu vas trouver ça. Mais en vérité, moi, quand je suis arrivé, je le dis en plus dans les réunions au départ, j'avais déjà un petit carnet où j'avais tout dedans. Non, mais ce que tu voulais, c'est que tout le monde aille dans le même sens. Vous vous êtes séparés de gens à la com, vous êtes séparés. Ah oui, Ravanelli est arrivé, Ravanelli n'est plus là. Mais toutes ces choses-là, encore une fois, moi, je ne suis pas le patron aujourd'hui, Daniel. Moi, ici, je m'occupe du football. Mehdi, je suis le directeur du football. Il n'y a personne qui va... Non, il n'y a pas Blanc. Il y a une personnalité qui est forte. J'ai une personnalité qui est forte. Oui, on m'a ramené dans un endroit où on me demande de faire des choses et j'essaye d'apporter, entre guillemets, mes idées. Comme je te dis toujours, je veux mourir avec mes idées, moi, pas avec les idées des autres. Tu t'es entouré de gens qui te sont proches. Mais c'est pas un problème. Je suis arrivé la première année, j'arrive avec qui la première année ? J'arrive tout seul. Quand Pablo m'appelle, je viens tout seul, moi, à Marseille. Ouais, après, l'impression que ça donne, c'est que tu as fait le ménage. Travailler parce que forcément, on ne peut pas travailler. J'ai fait le ménage. Non. Est-ce que c'est un mal ? J'ai essayé d'expliquer que pour travailler, il fallait ça. Le Big Boss, je pense qu'il a été convaincu, en tout cas, par la façon de voir. Aujourd'hui, il est très content. Moi, aujourd'hui, tu vois, quand on parle de ça, quand je le rencontre, tu as vu qu'il vient de plus en plus. Ça, pour moi, déjà, c'est une fierté. On n'en parle pas assez, mais avoir un actionnaire qui venait, je pense, avant 1 ou 2 fois par an, me disait oui, mais non. Aujourd'hui, moi, je sais ce qu'on se dit avec Pablo, etc. Je sais qu'il est fier de voir un petit peu ce qui se passe. Il est fier de voir un petit peu la vitesse où le club se développe depuis 2 ans. Ça, pour moi, c'est une motif de satisfaction. Je suis content. Le club est plus pro qu'avant, qu'à ton arrivée. Ah bah je pense, oui. Quand je vois Aubameyang qui est arrivé, qui est revenu, il m'a dit, Mehdi, ça n'a plus rien à voir. Putain, incroyable. Mais qu'est-ce que tu as mis en place, Mehdi, pour ça ? Raconte-nous un peu, parce qu'on pas moi, on en parle pas depuis tout à l'heure. C'est une équipe, je ne suis pas tout seul, moi, dans ce projet. J'ai essayé de changer, comme il a dit Daniel, tout ce que j'ai trouvé à la Juventus de Turin. Je veux un mec à la performance, je veux un mec dans le player care, je veux savoir un joueur qui arrive avec tant de blessures, je veux savoir qu'est-ce qu'il a eu dans le passé, je veux savoir quel travail de prévention il va faire, je veux savoir le préparateur physique qui voit la semaine, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, ils ont tous des préparateurs physiques qui facturent, etc. Donc le mec qui vient 2 fois par semaine, il a envie de faire un travail monstre pour prouver qu'il travaille. Écoute-moi bien, tu vas m'envoyer, toi, le rapport que tu fais, parce que peut-être que nous, on l'a fait aussi la semaine. Le joueur, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui le paye. Donc si c'est moi qui le paye, c'est moi qui le fais travailler, parce que sinon, il y a un problème. Quand il est blessé, c'est à moi qui manque, c'est pas à toi. Donc toutes ces choses-là, moi, j'ai rien vu au départ. Aujourd'hui, je veux tout savoir. Un mec qui fait un rendez-vous à l'ostéo, je veux savoir qu'est-ce qu'il a à l'ostéo, mais c'est important. Donc le travail de professionnalisation dont tu parlais il y a 1 an, en disant il y a des forces obscures qui parfois vont contre nous en interne, tout ça c'est fait. Ça a été nettoyé. Encore une fois, j'ai toujours dit que j'ai un projet, j'ai une ligne directrice. Je l'ai dit ouvertement à tout le monde. Celui qui veut monter dans le train, qui croit en ce qu'on veut faire, il est bienvenu. Celui qui veut se mettre contre, il doit me le dire. Et puis ceux qui étaient contre, aujourd'hui le club a décidé peut-être de s'en séparer, et c'est tant mieux comme ça. Te dire que tout est parfait, tu sais très bien que dans les clubs de foot, il y a toujours des choses à régler. Mais la question, c'est pas tout est parfait, c'est pour que ça marche, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Ah ça c'est clair. Donc à un moment, il y a un pouvoir qui s'exerce. Donc, je sais pas, Ravanelli était là, on a l'impression qu'il y avait une espèce, le trio. Aujourd'hui, on a bien vu qu'il est pas... C'est quoi ? Il s'est immiscé dans des affaires où il devait pas s'immiscer, il a dit des choses... Aujourd'hui, Ravanelli, il était conseiller institutionnel, comme ça dit Daniel, moi je m'occupe du sportif. Donc celui qui pourra te répondre au sujet Ravanelli, c'est Pablo Longoria. Moi je peux te répondre sur Deserbi, je peux te répondre sur toute mon équipe que j'ai ramenée, Bob Tari, Alizarac. Il y a eu Papin aussi.
Oui, Papin, on en a déjà parlé. Papin, on a eu un souci l'année dernière sur des joueurs il entraînait la réserve. Voilà, qui entraînait la réserve. On lui a simplement expliqué qu'il y avait des joueurs qui s'entraînaient avec le groupe pro et que c'était important de les faire jouer le week-end quand ils redescendent. C'est le cas de Bacola, par exemple. En l'occurrence, ouais. Et Bacola, il n'est pas mort, Bacola, que je sache. Il vient de faire 18 ans, donc c'est pareil. Je t'invite à le demander en interview et puis il t'expliquera si Bacola, c'était pas compliqué pour le faire jouer en réserve. Donc moi, à partir du moment où j'ai un joueur, j'y crois dessus. Pour moi, Bacola, aujourd'hui, c'est un grand espoir de l'OM. Dans l'idée du tout le monde doit regarder dans la même direction. C'est normal, un directeur sportif. Aujourd'hui, moi, sportif, il impose une ligne qui est ferme. Ah bah ça c'est clair. Moi, aujourd'hui, ce que j'explique aux nouvelles équipes qui sont arrivées à la formation que j'ai choisie. C'est un reproche. Ah non, moi c'est pas un reproche. Moi aujourd'hui, quand je fais des réunions à la formation avec le directeur que j'ai ramené donc de Nice, qui est un Marseillais, Tito Asni, je lui dis écoute, moi gagner la Gambardella, finir premier machin, c'est pas pour ça que t'es venu. Moi ce que je veux c'est servir le groupe pro. Je veux, comme on parlait tout à l'heure avant la pause, aujourd'hui on a 3 joueurs, pour moi très importants. Taj m'a dit, le petit Robinho Vaz et Bacola. S'ils gardent la tête, parce que c'est le plus difficile avec ces jeunes joueurs, aujourd'hui, c'est qu'ils gardent la tête. Je pense qu'ils peuvent être l'avenir de l'Olympique de Marseille. C'est ça, le projet. Ah, pour moi, oui, ça c'est un projet qui est parce que moi, ça m'intéresse, parce que ça a toujours été un problème. Aujourd'hui, je pense que vous avez suffisamment de réseaux autour de la table pour vous renseigner. Tous les agents français, ils m'entendent régulièrement sur 2008, 2009, qu'est-ce qu'on a. Je veux renforcer tout ce qui est formation, post-formation, c'est pour moi une priorité. C'est pour ça que Balzaretti est arrivé. Exactement, aussi l'arrivée de Fédé, Balza, qui est quelqu'un qui connaît aussi bien ce marché-là. Il y a un chef scout aussi qui est arrivé. Ouais, un chef scout aussi. On essaye de se structurer toujours de mieux en mieux. On n'a que des gens, pour moi, performants. Et quand je vois un entraîneur comme Roberto De Zerbi, qui est aussi très exigeant, parce qu'il aime bien aussi, il est exigeant avec lui-même, mais il est exigeant aussi avec les autres, et qui est super content justement de tout ce suivi, de tout ce qu'on apporte au quotidien, ça fait plaisir. Quand je vois j'ai eu la chance en début de saison de recevoir Jeff Ingram, donc le numéro 2, donc avec Monsieur McCourt, qui a voulu rencontrer un petit peu toute l'équipe. Et il m'a dit, mais incroyable, bravo, comment ça bosse, bravo pour tout ce que vous avez. Moi, ça me fait plaisir, ça prouve qu'on est dans la bonne direction et qu'il faut continuer. Qu'est-ce qui manque à l'OM encore, Mehdi ? Parce que on t'avait eu l'année dernière, tu avais dit qu'il y avait beaucoup de boulot. Là, t'as pris des décisions, en tout cas, qui vont dans le bon sens, parce que tu en es satisfait. Qu'est-ce qui manque encore pour aller jusqu'où tu veux ? Il faut de la continuité. Pour moi, il faut de la continuité. Comme je dis, si tu fais 2 ans, si tu fais, peu importe, les hommes. Continuité, c'est quoi ? Continuité de mettre le club en Ligue des Champions. Si l'Olympique de Marseille arrive à l'argent, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent, aussi. exactement, Okay. exactement. Si je pense que si l'Olympique de Marseille, et peu importe les gens qui sont là encore une fois, mais l'Olympique de Marseille, parce que c'est toujours, en tout cas, tout ce qu'on fait, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est pour remettre l'intérêt de l'Olympique de Marseille au milieu. Je connais trop ce club, Daniel, encore une fois, pour vous dire, beaucoup trop de gens se sont servis de l'Olympique de Marseille. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire, j'ai aucun problème à le dire. Depuis que j'ai 15 ans, moi, que j'ai quitté le club, je suis revenu, c'est la même chose, ça n'a pas changé, malheureusement. Beaucoup trop de gens se sont servis un petit peu de l'Olympique de Marseille. Nous, aujourd'hui, avec Pablo, la priorité, avec le boss, quand on s'est vu dans les yeux à Miami, pas à Boston, c'était de dire, on veut remettre l'Olympique de Marseille au milieu. Nous, on va partir, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui est indispensable. Ni les joueurs, d'ailleurs, quand je t'ai dit que je ne retiendrai pas un joueur, il n'y a personne qui va me retenir à moi. Je ne suis pas indispensable, moi, dans ce projet. Il n'y a personne qui est indispensable. C'est l'Olympique de Marseille. Est-ce que ce que tu fais chaque matin, quand tu fais chier un joueur, quand tu fais chier un préparateur physique, quand tu es derrière le docteur, est-ce que c'est pour moi que je le fais ou est-ce que c'est pour l'Olympique de Marseille ? C'est tout. Celui qui a compris ça, il a tout compris. Et malheureusement, il faut être exigeant, il faut être derrière. Des fois, on va te dire, ouais, mais il est dur, ouais, mais si. Ouais, malheureusement, sans ça, tu réussis pas. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec Mehdi Benatia ? Il faut de la compétence, il faut de la passion. Il faut de la passion, il faut de la confiance. Il ne faut pas beaucoup dormir, j'ai l'impression. Ouais. Non, ils savent, je leur fais des messages, tu peux leur demander à tous, je leur dis, les gars, répondez-moi quand tu te réveilles, je sais comment. Parce que comment on peut trouver le bon mix entre. Il faut de la passion. Non, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, pour bosser dans le foot, à ces hauteurs-là, il faut quand même une vraie confiance. Parce qu'il faut aussi une relation humaine, parce qu'il peut avoir des coups tordus. Donc, comment on trouve ce mix entre confiance sur la relation humaine, mais aussi la compétence, parce que tu vas chercher la compétence pour avoir le meilleur pour ton club. Comment tu fais quand tu vas chercher un Balzaretti ? Comment tu constitues ton équipe quand tu vas chercher un Bob Tari ? C'est quoi en fait que tu recherches ? Fédé, par exemple, j'ai joué 1 an avec lui. Donc on a joué plusieurs fois l'un contre l'autre, mais j'ai joué qu'1 an avec lui. Et Fédé, c'est un grand professionnel, vous l'avez côtoyé un petit peu. C'est un mec qui a un cœur énorme. Voilà, c'est un mec qui a une passion, pour le coup, lui aussi, il m'écrit à 1h, 2h du matin, il me parle d'un mec en 2010. Ah ça, pour le coup, pour l'année, on a bossé 1 an avec lui, 2 ans, ça, ce qui nous avait marqué.
Ça, effectivement, sa capacité à connaître à peu près tous les joueurs partout dans le monde, c'était hallucinant. C'est un mec loyal, parce que moi j'ai joué avec lui, je sais que c'est un mec loyal, c'est un mec, quand il rentre dans une mission, il va aller au bout, c'est un mec qui a laissé l'AS Roma. Rome, c'est fait bon vivre à Rome, c'est cool quand même, en famille, t'es à Rome aujourd'hui, il vient, il fait les allers-retours, il laisse la famille. Donc le mec, s'il sent pas le projet, s'il n'est pas convaincu par ce qu'on veut faire, il vient pas. Il reste à Rome, il est tranquille, il était avec des belles personnes en plus, Ricky Massara, etc. C'est un beau club pour le coup, Rome. Club que, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour Rome. Donc si lui il vient, c'est qu'il y croit. Mais lui, comme Bob Tari, il a été directeur de la performance, il a été directeur sportif à Metz au départ. Je le connaissais pas très bien. C'est un des seuls peut-être que j'ai connu vers. Mais quand je le vois, au premier rendez-vous, il me dit Mehdi, je veux travailler pour toi. Et ensuite, je veux travailler à l'Olympique de Marseille. Je serais fier de pouvoir dire que j'ai travaillé à l'Olympique de Marseille. Je dis OK. Il fait quoi, lui, d'ailleurs, précisément ? Lui, il est responsable player care. Donc, il est rentré comme responsable player care. Aujourd'hui, il est coordinateur sportif. Donc, avec Aziz. C'est quoi le contour de l'accompagnement ? C'est incroyable. En fait. Aujourd'hui, Daniel, donc, je ne sais pas quel club, mais dans ce club-là, malheureusement, à l'époque, je sais qu'ils ont signé des joueurs 20, 25 millions d'euros, 15 millions, peu importe, des talents, 22, 23 ans, qui arrivent du Brésil, de machin. Pas de problème. Une fois que tu as signé, une fois que tu as fini l'entraînement, qu'est-ce qui se passe ? Au début, tu rentres à l'hôtel, et puis après, quand tu es à la maison, tu rentres à la maison. Super. Et donc, qu'est-ce qu'il mange ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel besoin il a ? Quel préparateur physique vient peut-être le traiter ? Quel physio il voit dans son temps libre ? Comment tu peux les aider ? Comment tu peux savoir si demain il y a quelque chose ? Pour moi, c'est important. Moi, au Bayern, je suis arrivé. Comment on pourrait appeler ça ? Une espèce d'aide, de concierge de luxe. Concierge, ça ne plaît pas trop, conciergerie, parce que je précise juste que Mehdi va peut-être pas le dire, mais Bob Tari, c'est un gars qui a eu un niveau mondial en athlée, qui est un des meilleurs demi-fondeurs du monde, et qui est un type. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, c'est un mec qui est une sorte de bible du sport. C'est-à-dire, tu peux lui parler de préparation physique, il sait tout. Tu vas lui préparer de nutrition, il sait tout. Tu sais ce qu'il m'a dit ? C'est assez bluffant. Tu vas me donner son numéro, je te donne d'autres conseils. Parce que je suis en remise à niveau. Mais ce serait intéressant d'avoir un jour discuter de non, ce mais qu'il lui, fait, pour le coup, il fait partie. Mais attention, tous, pour le coup, là, on parle de Bob, mais c'est des mecs qui ne comptent pas leurs heures. Deserbi m'a dit, Bob, faut arrêter les jours off. Je dis, mais il est jamais off, coach. Mais non, mais ce matin, je l'ai pas vu. Demi-journée, je suis obligé de lui donner quand même. Il m'a dit, non, quand il est pas là, je suis pas bien. Il m'a dit, lui, c'est ton top player, Mais moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, tu vas lire dans un canard que l'environnement Benatia crée des problèmes à Deserbi. Il faut lui demander à Deserbi en interview. Vous demandez-lui. Ramène-le nous. Pourquoi pas ? Les gars, on fait une pause et ensuite on continue la discussion. Ah oui, ça y est, il parle français. Ça y est. Il serait temps, il a pas on là attend les conférences de presse en français. Allez, à tout de suite avec Mehdi Benatia, encore une petite demi-heure ensemble. Il est 23h35, Mehdi Benatia toujours avec nous, avec Walid Cherchour, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour. On va parler arbitrage dans quelques instants parce que c'est un sujet chaud dans le foot français en ce moment. Mais j'aimerais qu'on accueille Morgane au 32-16 qui est supporter de l'OM. Morgane, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Morgane. Morgane, tu as la chance d'avoir Mehdi Benatia avec toi, donc si tu veux passer un message, poser une question, c'est maintenant. C'est super, et en fait le message que je voulais passer, c'est quand tout à l'heure M. Benatia a dit qu'aucun joueur n'est indispensable, il a raison, mais par contre quand il dit que lui n'est pas indispensable, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, quand tu lis les déclarations des joueurs qui ont été recrutés, que ce soit Hochberg ou plein d'autres, ils viennent beaucoup pour vous. Je vous vois parce que je vous connais pas. Et en plus, je trouve qu'il y a un professionnalisme dans ce club qui a pas eu depuis. Je crois que je ne l'ai jamais connu même. Et le problème que rencontre l'OM actuellement, je trouve, c'est la grandeur de ce club est négatif aussi. Parce que, si vous voulez, il y a une perception qui est différente entre nous, les supporters au stade, et la patience qu'on est capable d'avoir, et ce que les médias réclament. Je me souviens, je ne sais plus si c'est avant Atalanta ou Ajax, le débat de l'émission de RMC avant le match, c'était « L'OM joue-t-il sa saison ?» C'était Atalanta ou Ajax, je ne sais plus. En fait, la saison de l'OM, elle se joue dans le championnat et d'y retourner. Le seul moyen de progresser, c'est d'y retourner en fait. Quand on voit les moyens qu'on a d'attirer certains joueurs en jouant la Ligue des Champions, c'est le seul moyen qu'on a que le club ait moyen de progresser. Quand on dit il faut absolument jouer les barrages, je suis pas d'accord. Moi, faire une saison comme fait Lille l'année dernière, en faisant un quart de finale contre Dortmund, mais en finissant 5e, je signe pas. Honnêtement, je suis prêt à ne même pas passer les barrages et à y retourner l'année prochaine. Nous, ce qu'on voulait, c'était dire que l'OM ne devait pas se mettre dans cette configuration de choix et que faire les deux, ça doit être possible plus pour l'OM que pour Lille.
Tu comprends? Alors ça peut être possible, effectivement. Ah ben oui, sur ça une première peut, année, ça et peut. je pense que les ambitieux qui sont dans le club aujourd'hui, ils pourront le dire, ils pourront me le dire autant qu'ils veulent, mais je suis pas sûr de l'accepter. Morgane, t'as fait l'éloge de Mehdi Benatia pendant une minute, c'est sympa. Vu qu'on a mais M. c'était une Benatia, question on peut lui concrète. demander. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu une équipe qui a été faite pour finir sur le podium de la Ligue 1 et pas pour la Ligue des Champions. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'y retourner, et notamment, par exemple, quand on joue l'Atalanta. Mais ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, Morgane, parce que l'année dernière, tu as fait deuxième. Et je pense que l'effectif actuel est bien meilleur que l'année dernière. Et qu'il a été constitué pour jouer les deux tableaux. En tout cas, c'est moi ce que je pense. Après, moi, je pense que Mehdi, Pablo, ils sont dans leur rôle. Mais après, on a le droit aussi de voir la valeur de l'effectif, l'ambition de l'Olympique de Marseille, même s'ils n'ont pas un ADN européen, en tout cas, surtout en Ligue des Champions, exceptionnel sur les dernières années. Je pense que l'OM doit être en mesure de faire les deux. Surtout quand on voit Lille, quand on voit Lyon, quand on voit Monaco. J'ai l'impression que l'OM, avec ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils ont dépassé un peu ces équipes-là et ils doivent ne plus regarder derrière et un peu plus devant. En tout cas, c'est mon analyse. Je remercie Morgane. Oui, Mehdi, vas-y. Non, juste te remercier, Morgane, tu me permets, je te tutoie. Hein. Bien sûr. Juste te remercier en tout cas pour tes mots. Sache que, voilà, comme je te dis, il y a dans un projet, dans un club comme l'Olympique de Marseille, qui est un très grand club, comme tu sais, je pense que si on est capable de travailler dans la continuité de ce qu'on fait, vraiment, voilà, en étant très fort et en étant solide, on va laisser quelque chose de concret derrière, et après il y aura cette continuité qui fera que vraiment personne doit être indispensable, parce qu'à l'arrivée, ce club il est tellement grand, et on le voit à travers les supporters, on voit à travers vous, le soutien qu'on a. Moi, j'ai connu des moments où c'était très compliqué, notamment quand je suis arrivé, et le stade il était toujours plein, et dans la rue, pareil, les gens m'arrêtent, et tu vois l'amour qu'il y a. Et ça, par contre, oui, c'est la valeur ajoutée de l'Olympique de Marseille. Arbitrage. Juste avant l'arbitrage, j'ai une question. Non, les gars. Non, j'ai une question très rapide. Sur le trophée. Est-ce que ramener un trophée à l'Olympique de Marseille avant que tu partes, parce que tu parlais de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il va rester quoi, la Coupe de France? Non mais la Coupe de France. Tout à l'heure, tu parlais de rêver d'un titre. Il parle du championnat. Il l'a dit tout à l'heure. Non mais la Coupe de France, il a dit rêver, c'est gratos. Non mais l'objectif aussi, la Coupe de France. On l'a vu l'année dernière, ils se sont fait sortir au pénalty contre le LOSC. Il a eu le tirage au sort hier. Est-ce que c'est un véritable objectif de gagner un trophée à l'Olympique de Marseille? Oui, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, bien sûr. J'aimerais bien le trophée des champions pour moi compte pas en janvier. Pour toi, compte pas, pour moi, il compte. Non, il dit un trophée, et après, tu dis trophée des champions, il compte pas. Et comment tu l'appelles? Trophée des champions. C'est trophée des champions, c'est que c'est un trophée. Moi, il y a tout qui compte. Pour moi, c'est. Non, moi, je vais juste dire un mot rapport à ce fameux raisonnement et cette histoire du tu préfères être tous les ans en Ligue des Champions ou faire le barrage, machin. Tu vas encore revenir là-dessus? Non, juste, ça ne méritera même pas de réponse. C'est juste mon avis là-dessus. Ce raisonnement, il a une limite. Parce que si tu vas par là, comme a dit Morgane, dans ces cas-là, tu préfères faire demi-finale de Ligue des Champions ou retourner en Ligue des Champions? Mais même la finale, finalement, à la limite, on s'en fout. Puisqu'elle ne te donne pas droit à revenir. Donc, en fait, le seul tu préfères qui marcherait, c'est gagner la Ligue des Champions ou retourner en Ligue des Champions. Parce qu'en la gagnant, tu es qualifié d'office. Ce n'est pas une question de préférer. Donc, en pour fait, moi, c'est une question de nécessité aujourd'hui. Si ça fait 6-7 ans que je me qualifie tous les ans en Ligue des Champions, bien sûr que le rêve, c'est d'aller en finale, pourquoi pas, et de la gagner. Pourquoi. Mais aujourd'hui, on sort tellement de loin, on revient tellement de loin que je demande juste un petit peu, entre guillemets, pas de temps, mais de continuité dans ça. Je sais comment il est construit, le foot européen. On n'arrête pas d'en parler, nous, des clubs qui, au fond, il n'y a que 5 équipes qui peuvent rêver à la victoire finale. Donc, personne ne va vous le demander. Sauf qu'il y a quand même des choses qu'on a le droit de demander. Et être en Ligue des Champions et sortir des 24, ça me semble le minimum syndical. Surtout pour le football français. Nous, ne refaisons pas le débat qu'on a fait il y a une heure, s'il vous plaît. Tension totale autour de l'arbitrage en Ligue 1. Personne n'est content, Létang n'est pas content, Mehdi Benatia n'est pas content, Kita a fait une sortie il y a 2 jours. Personne. Thiago Scuro n'est pas content quand ça ne tourne pas pour lui. Aujourd'hui, il s'avère qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui disent, qui se questionnent sur le VAR. Bon. Mehdi, toi, tu es un adepte de l'image parce qu'on te voit publier parfois sur les réseaux sociaux l'image d'une main, l'image de le dernier tweet, c'est la poussette sur Pachao. Est-ce que. Parce que moi, je vois, on en parlait hier, on ne voit pas de solution à part, arrêtons le VAR. Ça résout rien. Quelle est ta position aujourd'hui sur cette question? Très sincèrement, tu as vu après
Quand j'ai posté la photo, j'ai même pas mis de message. Hmm. C'est pas un hasard non plus, c'est que j'ai même plus envie de m'exprimer moi sur l'arbitrage. Je pense que j'ai assez payé. Mais Midi, moi je suis quelqu'un. Pardon, termine. Je sais que ça sert à rien, il n'y a pas de problème, ça sert à rien. Les problèmes, je pense qu'ils sont là, ils sont aussi en Coupe d'Europe, parce qu'on a au Sporting par exemple, on a été bien servi aussi. Real Madrid, laisse tomber. Donc en fait, je pense que moi j'ai envie de parler, j'ai envie de perdre du temps, mais vraiment beaucoup de temps avec des choses qu'on peut faire avancer. Quand tu parlais tout à l'heure de la formation, de mercato, des dossiers compliqués. L'arbitrage, c'est une cause perdue. Pour moi, l'arbitrage, je ne sais pas si c'est une cause perdue, mais en tout cas, c'est pas moi qui vais faire changer les choses, ça c'est clair et net. Et je ne suis pas en pouvoir de faire changer quoi que ce soit. J'ai été voir M. Batelier à la fin du match. Je lui ai dit, monsieur, il y a faute là-bas, pourquoi vous sifflez pas? Il y a faute sur Igor. Il le pousse avec les bras, il me dit non. Pour moi, tout est correct. Je dis, écoute, c'est pour toi, c'est correct, c'est toi le patron, mais il n'y a pas de souci alors. Mais aujourd'hui. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que, comme je l'ai dit il y a une semaine, toi, tu vas dire ça. Thiago Scoro, il va dire ça. Tous, vous allez passer à la queue leu pour dire ça va pas. Donc, ça veut dire que. Moi, on est d'accord qu'on n'y croit pas au complot. Il n'y a personne qui en veut à l'OM, il n'y a personne qui en veut à Lille, il n'y a personne qui en veut à Monaco spécifiquement. Les arbitres, ils ne sont pas achetés, pas vendus. Camara sur le PSG aussi, sur Chevalier. Voilà. C'est global. Donc, pourquoi chaque semaine, on assiste au même cirque des gens qui se plaignent? Mais parce que Daniel, quand tu mets du cœur, quand tu travailles, tu parlais de Thiago par exemple, Scoro, qui est quelqu'un que je sais qui bosse beaucoup. Et il devrait plutôt penser à son équipe, à l'équipe qu'il a construite, qui fait que des mauvais matchs, arrive le PSG. Mais regarde, moi j'ai mis la photo pour dire, putain, tu vois les deux bras qui partent comme ça. J'ai vu deux trois commentaires. Moi, je trouve que ça sert à rien de faire ça. Pas de problème, mais t'as le droit de penser ça. Mais j'ai pas dit. Mais moi, en tout cas, je vois des mecs qui te disent. Ouais, mais c'est pas ça parce qu'en fait la première mi-temps elle est pas bonne. Ah bah merci, je t'ai attendu pour savoir que la première mi-temps elle est pas bonne. Mais ça veut pas dire que s'il y a faute on doit pas me la donner. Un mec qui pousse un défenseur. Il y avait d'autres réponses. Les coups de sifflet qui vous ont été favorables, là on vous entendait pas. C'était les autres réponses. Le match aussi contre sous la photo. Tu crois que Bodmer il va pas faire la gueule? La main elle est hors surface. Ouais. Carton rouge. Je suis avec le président assis à côté de lui. Tu demanderas à Mathieu. Le président Routier. Ouais, exactement. Il pourra te le dire. Je dis putain. C'est une erreur là. Ah oui. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je rentre sur le terrain, je dis attendez, on arrête tout, c'est trompé. Mais je le vois moi. Mais s'il y a une boulette, il y a une boulette, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse sur la photo? Quand on voit la photo, pour moi, à vitesse réelle, en plus on sait très bien qu'entre à vitesse réelle et sur la photo, c'est deux contextes très très différents. Mais quand tu l'envoies, c'est quoi? Tu veux essayer de dédramatiser le score? Non, mais c'est de la communication. C'est quoi? C'était dans l'émotion. Est-ce que tu te dis pas? Est-ce que toi, tu dois pas prendre de la hauteur à ce moment-là en allant sur les grosses causes? C'est-à-dire quand il y a vraiment gros scandale arbitrage, là tu vas, tu prends la parole. Moi, je t'ai trouvé par exemple très bon après le Real Madrid. Après le Sporting notamment, comment tu parlais après les matchs de Ligue des Champions, là d'envoyer comme ça alors qu'il y a 2-2, tu fais une première mi-temps qui est pas bonne et franchement je pense que tu mets 10 personnes dans la pièce, tu regardes l'action, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui te disent penalty. Pourquoi vous associez toujours la réaction d'après-match au résultat? La première fois que j'ai parlé en France d'un arbitre, c'était à Lyon. C'est vrai. Mais à Lyon j'ai gagné. Et à Lyon j'ai gagné. Et on a gagné. On a gagné à 10, on a gagné, j'ai parlé de l'arbitrage. Mais donc en fait, il n'y a pas d'excuse. C'est ça la question. Si à ce moment-là, si tu le fais pas, qu'est-ce que ça peut faire? Je me sens pas bien, je me sens pas moi-même. J'ai envie d'aller dire ce que je pense. C'est le problème. J'attends rien moi. Ils continueront arbitrant comme ils veulent. Il y aura des réunions apparemment. Mais par exemple, l'année dernière, vous êtes allé trop loin sur l'arbitrage. C'est-à-dire? Se plaindre de l'arbitrage à chaque match quasiment. Quand Pablo il tape dans le machin au CR, vous allez trop loin. Vous l'avez reconnu que vous êtes allé trop loin. Pablo il s'est exprimé sur ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est allé trop loin. Donc voilà, donc la réponse elle est là. Oui, mais donc là on a eu l'impression avec cette photo que c'était un peu le retour des histoires de l'année dernière. Non, il y a le retour de rien du tout, j'ai même pas dit un mot. Tu sais très bien que moi, oui, faut pas que je parle. J'ai eu le malheur de montrer un point de pénalty, j'ai pris 3 matchs ou 4 matchs ou je sais pas combien. Alors imagine si je vais parler, c'est fini, je parlerai plus. J'ai plus envie de parler de toute façon. Et si j'ai quelque chose que j'ai envie de poster, je continuerai à le poster. S'ils sont contents, ils sont pas contents. Si les supporters ils pensent que c'est pour trouver une excuse, la vérité, je te dis, faut pas te mentir Jean-Louis, j'en ai rien à cirer en plus. Je continuerai de le faire. Je respecte tous les arbitres, je salue tous les arbitres. Je sais très bien que c'est difficile parce qu'il n'y a pas que tout le monde fait des erreurs. Moi, je dis souvent, je fais plus d'erreurs qu'eux. Pour le coup, j'essaye de. C'est encore une fois la preuve que ça sert à rien. Ça sert à rien, d'accord. Mais en l'occurrence, ça tu perds des points. Des fois, tu perds ton ami Olivier Létang, quand il va à la fin d'un match de Coupe d'Europe, quand tu vas à la fin d'un match de Coupe d'Europe et qu'il dit. Je vais envoyer une lettre. Je vais appeler Séphérine. C'est une dinguerie. Déjà, c'est ridicule. C'est une dinguerie. Il se fait sanctionner. Ouais. À quoi ça sert? Olivier Létang, c'est un mec intelligent. Hein.
Ah oui, On est en train de parler d'un gars. Et donc pourquoi il le fait lui? Mais j'en sais rien. Mais c'est la même chose. Parce qu'il a envie de se sentir à l'aise, il a envie de se dire écoute là c'est trop, j'ai envie de parler. Mais c'est pas grave. Mais est-ce que c'est vous allez le juger, peut-être qu'il va te donner un sujet tiens toute la semaine, tu vas parler de l'étang, la déclaration, la Bon, photo les gars, de Benatia. dernière Et pause. donc, on parle plus de foot. Et Walid, t'as la parole. ça, après. C'est vous qui choisissez. Non, ça nous ennuie, ça. Parce que nous, on aimerait parler de foot. Parle football alors. On clôture sur l'arbitrage. J'ai beaucoup de messages sur le compte WhatsApp. Et puis un dernier petit tu préfères venir. Ah ouais, il nous reste, préfère de Jean-Louis. il nous reste 10 minutes ensemble avec Mehdi. À tout de suite. 23h48. Le débat continue pendant la pub avec Jean-Louis Tour, Daniel Riolo, Walid Cherchour et Mehdi Benatia qui nous refait les actions quand il était joueur maintenant. Donc, Ah non, mais il fallait forcément qu'on parle de. Il y avait faute ou pas faute dans le Real La Juve. pub était très chaude. Absolument. On a comparé ça à Lucas Vasquez sur un quart de finale de Ligue des Champions. Bon, 2-3 messages sur WhatsApp. J'ai Julien qui nous dit salut les gars, je suis supporter de PSG, mais ça me fait franchement plaisir d'entendre Mehdi Benatia et d'avoir enfin un vrai rival digne de ce nom en Ligue 1. J'aime ce que Mehdi Benatia a apporté à ce club, j'aime détester l'OM et en entendant Mehdi Benatia, j'aime encore plus détester l'OM. C'est bien, c'est parfait. Non, mais et j'aimerais bien qu'on ait Luis Campos à la place de Mehdi Benatia pour parler foot comme on l'a fait ce soir. Et je pense qu'on va y arriver dans pas longtemps. Mohamed demande est-ce qu'un jour, Mehdi, tu rêverais d'avoir un rôle au Maroc, sélectionneur, dirigeant avec l'équipe nationale? Non, j'en rêve pas, non. Je veux pas être coach non plus. Encore une fois, quand je suis venu à Marseille, c'est quelque chose qui, comme je dis, qui m'a un petit peu tombé dessus. J'ai pas étudié pour ça, je n'étais pas préparé pour ça. Pablo m'a demandé de venir. DTN, président de la Fédé, comme Samuel Eto'o. Non, aujourd'hui. Tu ferais un très bon président de club, non? Non, président. Ah non, Ouais. pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Moi, il y a que le terrain, Walid, qui me plaît. Le terrain. Quand je vois les journées que Pablo se tape directement, toutes les réunions, les machins, c'est pas mon truc, ça. Moi, j'aime bien le football. Je meurs pour le foot. Tu le sais très bien. C'est la seule chose qui m'intéresse. Les joueurs, le rapport humain. Un petit peu moins le mercato, même si c'est obligatoire. Ah, t'aimes pas le mercato? Non, je suis pas fan du mercato, moi. C'est pas la période qui me plaît le plus, pas du tout. C'est quoi la période qui te plaît le plus en tant que DS? Quand tu finis ton mercato et que tu commences à bosser pour bâtir quelque chose. Quand tu prends un petit peu, pour ma part, j'ai pris tout ce qui manquait, entre guillemets, et ce qu'on essaye de mettre en place. Quand je vois tous les reports qui arrivent, les datas sur le bureau, les suivis, quand tu vois que après le match, on a mis 5 soins obligatoires et que toute l'équipe est partie faire ces fameux 5 soins obligatoires pour la récup, etc., que tu vois que les choses avancent, la nutrition, c'est des choses qui On m'intéressent. n'a pas assez parlé de la formation, je trouve, si on peut encore s'attarder là-dessus. Parce que Volontiers. là, c'est plus de la post-formation que de la formation avec Bilal Nadir, Robinho Vaz, Bacola. Non, Bacola, il est formé là-bas. Oui, mais vous les avez récupérés un peu tardivement, on va dire. Mais c'est des signaux que tu envoies en les mettant en tête de gondole dans des très très gros matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Explique-nous un peu ce projet, d'où tu pars, parce qu'on sait qu'il y a un marché dans le Sud qui a jamais été très très convoité, enfin s'il était convoité, mais ils n'ont jamais réussi véritablement à concurrencer Monaco, Nice. Toi, c'est une vraie mission que tu mets en place, même si ça va prendre un peu de temps. Ah oui, moi c'est quelque chose, je me cache pas, c'est quelque chose qui est pour moi aujourd'hui prioritaire. C'est quelque chose qui est très important aussi pour Pablo et pour le boss. Tout simplement parce qu'on a un vivier dans la région. Malheureusement, pendant de longues années, on les a vus partir dans des clubs voisins et pas l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas spécialement pour moi en tout cas de projet avec les jeunes joueurs. Je pense qu'on a tous suivi Marseille depuis Bouba Camara, Samia Nasri, et puis encore, il n'y en a pas beaucoup. Donc aujourd'hui, je sais très bien dans quelle direction on va. Je pense qu'il y aura de moins en moins de transferts à 20, 25, 30 millions d'euros. Donc si tu n'as pas un centre de formation qui te ramène des joueurs chaque année, je pense qu'à l'arrivée, tu vas te retrouver en difficulté. Donc c'est important d'anticiper, c'est important d'aller mettre quelques sous, s'il faut, supplémentaires sur les postes formation ou sur la formation pour pouvoir être derrière. Donc oui, je passe volontairement mes fins de journée parce que le matin, je suis avec les pros, mais l'après-midi, j'aime bien aller au campus. Là, on a tous des U7 jusqu'au U15. À la commanderie, on a les U17, les U19. Mais je suis régulièrement au bord terrain pour suivre ça de très très près. Vous avez investi sur la formation là, récemment ? Ouais, bien sûr. Il y a toujours, le pire, c'est que quand tu regardes les comptes, il y a toujours beaucoup d'argent qui est parti dans la formation. Malheureusement, pendant de longues années, je me demandais à quoi ils ont servi parce qu'on n'a pas sorti de joueurs. Aujourd'hui, tu vas voir les matchs de Youth League aussi ? Ouais, bien sûr. Youth League, tout le monde y va. Youth League. Je vais voir. J'ai vu les U19 contre le Gazélec ce week-end. L'entraînement, même quand il n'est pas à Marseille. J'ai vu hier. Je te disais hier, j'ai passé une demi-heure hier à regarder les U7, les U8
apprendre à faire des retournées. Si le coach, ils m'entendent, ils peuvent... ils avaient mis un petit tapis comme à la gym, là, et tu voyais les gamins, ils leur jetaient le ballon et ils faisaient des petits ciseaux acrobatiques. Moi, j'aime bien, encore une fois, moi, j'aime ça, tu sais que c'est ce qui me, entre guillemets, ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me passionne. Je pense que quand aussi les gens te voient, ben, tu leur donnes aussi un peu de force aussi à la formation. J'ai volontairement, quand j'ai repris l'année dernière en janvier le centre, j'ai fait monter des joueurs qui étaient très jeunes, exprès pour leur dire, voilà, vous êtes les meilleurs dans votre catégorie, sachez qu'on vous suit, on le sait. Bon, malheureusement, à Marseille, parfois, quand tu veux faire du bien, il ne revient pas toujours avec du positif. Parce qu'après, quand il faut les signer, ils te disent « Ah bah ouais, mais moi, j'ai touché les pros, donc aujourd'hui, si j'ai pas ça, c'est un problème pour toi. Parce que, comment tu vas faire ?» Ça, c'est un problème un peu partout, parce que je sais qu'au PSG, ils ont le même problème. C'est dur, ça? C'est dur à gérer? Ah non, c'est pas dur, non. Je dis, écoute, moi, je te propose ça. Voilà, je vais pas aujourd'hui. Si je te dis qu'il n'y a personne qui est indispensable, imagine si c'est un gamin de 14 ans qui va être indispensable à mon projet. Non, pas du tout. Je suis prêt à tout te donner. Je fais des réunions, pareil, au club, ils le savent. J'invite volontairement des gros profils de région parisienne ou d'ailleurs. J'ai reçu des parents d'un petit du Var de 13 ans. Peut-être que quand il sera là, je serai peut-être même plus là d'ailleurs. Mais c'est mon devoir de m'asseoir avec la famille, de lui expliquer pourquoi l'OM aujourd'hui c'est en train de changer, pourquoi on a envie de baser beaucoup de temps, en tout cas donner beaucoup de temps aux jeunes. Et je sais que ça avance. Et dernièrement, pour te dire, je sais qu'il y avait un match, on est parti jouer à Lyon, aussi bien les U13 que les U14. On a gagné dans les deux catégories. Je reçois un appel de Bafé Gomis. C'est un joueur qu'on connaît tous. Il me dit putain Mehdi, c'est incroyable, je suis en train de voir vos équipes, comment ça joue et tout, waouh. Tu vois, ça c'est un truc où je dis putain Bafé, que tu me fais plaisir là. Parce que je sais qu'au départ, c'était pas toujours le cas. Jean-Louis, on finit avec ton deuxième préféré. Alors, moi, c'est des attaquants que tu as eu au marquage dans ta carrière de joueur. Et à chaque fois, il faut me dire entre les deux, celui qui a été le plus compliqué à prendre. Celui qui t'a fait le plus mal à la tête. Donc, on va commencer entre Paoletta et Alvaro Morata. Paoletta, Lorient PSG, 3e tour de Coupe de la Ligue 2007. Morata. Je peux pas me regarder. Donc, Morata. Entre Morata et Carlos Tevez. Morata. Ok. Entre Morata et Aubameyang. Bayern Dortmund 2014. Morata. Ok. Morata ou... Je vais te dire, Jean-Louis, en fait, Morata, je me rappelle très bien de l'action, il se retourne, il accélère, je tac, Quadrado, il fait le crochet, on prend le but, donc ça a été pour moi un mauvais souvenir. Morata ou... reste pas braqué sur le match, en général, les mecs qui étaient vraiment... qui te donnaient mal. Morata ou Balotelli? Non, Morata. Balotelli dans la poche, tranquille, j'ai compris. Morata ou Cavani? Cavani, il était chiant. Cavani, toujours au premier poteau, fin de... il coupait. C'était chiant, Cavani. Cavani, alors. Cavani ou Samuel Eto'o? Écoute, c'est pareil. C'est comme quand tu parlais d'Oba et Morata. Pour moi, la carrière, il n'y a pas photo. Je t'aurais dit Oba, comme là, je te dirais Samuel Eto'o, mais... Eto'o, moi, j'ai eu la chance, ça s'est toujours bien passé. C'est vrai. C'est de la chance. Ok, donc Cavani ou Zlatan? Zlatan. Zlatan, c'était un enfer. Ah ouais, un enfer. Une fois, on fait 4-4, je crois. C'est à Milan, il m'a rendu fou. Il est grand, il est arrogant en plus. À un moment, il me tombe sur la cheville. Je lui dis, oh, tu t'excuses pas. Il m'a dit, mais t'es qui, toi? Il m'a sorti pour moi. Je voulais à l'Udinese ou à l'Udinese Milan. Ok, donc Ibra ou Cristiano Ronaldo? Pareil pour moi, Ibra. Ok. Ça allait en général. Ibra ou Luis Suarez? Pas cadeau non plus. Luis Suarez, il y a l'action. Il n'y a que ça. En tout cas, me concernant, il n'y a que ça. L'action, il fait il a l'op par-dessus, sympa. Non, Ibra. Ibra ou Harry Kane? T'es chiant lui aussi, mais on avait gagné, c'était bien passé. Donc non, je vais dire Ibra. Ok. Ibra ou Drogba? Ibra, Didier, il est à la fin. Allez, on garde Ibra pour finir. Ibra et Totti, ça va, c'est deux Ibra, il est très bons clients. Très très chiant à jouer.